Salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Checkpoint en partenariat avec la Fondation pour la recherche médicale. Rappelez-vous, dans la dernière émission, on avait parlé du cancer, une émission passionnante à retrouver sur la chaîne YouTube de la Fondation. Aujourd'hui, on va parler de santé mentale. On avait déjà consacré une émission Checkpoint à la santé mentale l'année dernière. Allez la regarder si ce n'est pas déjà fait. Mais il y a eu du changement depuis l'année dernière, puisque figurez-vous que la santé mentale est devenue la grande cause nationale de l'année 2025. C'est un peu passé inaperçu dans le fracas de l'actualité. C'était Michel Barnier, l'ancien Premier ministre, en septembre dernier, qui avait annoncé dans son discours de politique générale qu'il voulait faire de la santé mentale sa grande cause nationale. Puis après, on avait parlé d'autres choses, 49.3, tout ça. Et ça a été repris en fait par François Bayrou en janvier dernier. Mais peu importe, les premiers ministres, on s'en fout, c'est pas ça qui compte. Il y a des centaines de milliers de personnes en France qui sont consacrées par ce sujet et on voulait en parler avec la Fondation pour la recherche médicale et se poser la question de quel est le rôle de la recherche en santé mentale. Avec moi sur ce plateau pour en parler, on commence avec Valérie Lemarchandel. Salut Valérie. On te retrouve dans Checkpoint, encore une fois très heureux d'être avec toi. Tu es la directrice scientifique de la Fondation pour la recherche médicale. Tout à fait. Super. On est aussi avec Angèle Malatre-Lansac. Salut Angèle. Salut. Merci d'être avec nous. Tu es la déléguée générale de l'Alliance pour la santé mentale. On va en parler dans quelques minutes. On commence avec toi, Valérie. Peux-tu nous redire, s'il te plaît, ce que c'est que la Fondation pour la recherche médicale ? Avec plaisir. Donc, la FRM, c'est une fondation, une organisation à but non lucratif qui sert en fait une cause d'intérêt général, qui est en fait le soutien à la recherche médicale publique en France, et ce, dans tous les domaines de la biologie et de la santé. C'est quoi une fondation ? Une fondation, c'est donc une organisation à but non lucratif, et donc il y a une mission d'intérêt général, contrairement à une association qui peut ne pas avoir une mission d'intérêt général. Et puis voilà, par rapport à une association, il peut y avoir aussi des différences concernant les gouvernances. Et ce qui caractérise aussi une fondation, c'est lors de sa création, il y a un apport financier de la part des fondateurs qui est indispensable et qui assure la pérennité de la structure. Et le financier, c'est très important, puisqu'une fondation, et notamment la vôtre, sert à financer précisément des travaux de recherche en santé. Vous en financez combien ? On en finance entre 400 et 450 nouveaux chaque année pour un montant maintenant qui avoisine, voire même qui dépasse les 50 millions d'euros. 50 millions d'euros par an de la Fondation pour la recherche médicale. Vous percevez des dons qui vous permettent de financer ces recherches. C'est important d'avoir en tête effectivement que la FRM est indépendante financièrement et tout ce que fait la FRM est uniquement possible grâce à la générosité donc, de donateurs, entreprises mécènes et également des testateurs, il ne faut pas les oublier. Oui, vas-y, explique. Des personnes qui lèguent tout ou partie de leurs biens à la FRM. À leur décès, vous pouvez toucher, et ça, on les remercie évidemment. C'est quoi l'intention de ce live, Valérie ? Pourquoi est-ce qu'on a voulu faire cette émission ensemble sur la santé mentale ? Alors, l'intention de ce live, déjà, entre en fait dans un des volets de notre mission, puisque la FRM a une mission qui s'articule autour de, on vient d'en parler, le soutien financier à des projets de recherche, dans le but de faire avancer les connaissances dans le domaine de la santé, et également d'informer et de sensibiliser le public aux enjeux et aux résultats de la recherche, et de manière fiable et très éclairée. Donc ce live, on l'a conçu comme cela, pour apporter auprès des jeunes notamment, et les sensibiliser à la cause de la recherche et à la nécessité de la soutenir. Tu l'as dit, c'est important de s'adresser à un public, à tout le public. Le public sur cette chaîne est un public relativement jeune, pas nécessairement des donateurs que vous cherchez, même si vous pouvez aller faire un don sur le site de la Fondation. Il y a une mission de la Fondation de s'adresser au grand public pour pas seulement parler aux donateurs ou aux chercheurs. Oui, tout à fait, ça fait partie de notre mission, de notre ADN, que d'éclairer le public sur les enjeux de la recherche et également les résultats, que ces projets de recherche soient financés par la Fondation ou pas d'ailleurs, et en France et à l'international bien sûr. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de ce live ? Moi je voudrais qu'on retienne surtout, alors sur la question de la santé mentale bien sûr, toute l'importance de cela et contribuer à éclairer le public et notamment ton public sur cette question si importante. Et puis, bien évidemment, de toute l'importance de la recherche, de ce que déjà la recherche a permis aujourd'hui,
dans la prise en charge des patients et ce qu'elle permettra demain, à condition bien sûr d'y apporter les moyens nécessaires. La santé mentale, c'est un axe important pour la Fondation qui, je rappelle encore une fois, finance plein de trucs dans plein de domaines de la santé et de la biologie. La santé mentale, c'est un axe important pour vous ? Oui, la santé mentale et la psychiatrie est un domaine de recherche qui recueille le soutien de la FRM de longue date. Chaque année, la FRM soutient 20 à 30 projets de recherche pour un montant qui est situé à peu près entre 2 et 3 millions d'euros. En 2024, j'ai regardé très exactement, ce sont 25 projets de recherche qui ont été financés pour 2,8 millions d'euros. Et puis la FRM prend régulièrement la parole également sur cette question de la santé mentale. On est aujourd'hui au cœur de la semaine de la recherche en santé mentale qui est organisée, c'est la 5e édition, organisée par la FRM avec pour objectif, encore une fois, de sensibiliser le public sur cette question et puis notamment sur la recherche dans ce domaine et la nécessité de la soutenir. Donc, comme je le disais, la santé mentale, c'est la grande cause nationale 2025. On a à côté de nous pour en parler Angèle. Angèle, toi, tu as poussé pour que la santé mentale soit la grande cause nationale. Aujourd'hui, tu es complètement investie dans cette mission. Explique-nous qui tu es déjà et quel est ton rôle dans cette grande cause. Oui, merci. Moi, ça fait 15 ans que je travaille sur les enjeux de santé mentale et de psychiatrie. Et j'ai monté depuis 1 an et demi une association qui s'appelle l'Alliance pour la santé mentale, qui est donc une association qui va travailler à fédérer les acteurs du champ de la santé mentale, parce qu'en fait, il y a beaucoup de monde qui travaille sur ce sujet. La santé mentale, c'est un sujet très large. Et donc, on a tout un collectif, et l'Alliance participe et anime ce collectif-là, qui est composé d'acteurs qui font de l'information en santé mentale. C'est quoi la santé mentale? C'est quoi les troubles psychiques? De quoi on parle? Qui font de la prévention, qui font du soin aussi, bien sûr. On a des professionnels de santé, on a aussi des personnes concernées par les troubles qui sont au sein du collectif. On a des proches, puisqu'on sait que les familles aussi sont très impactées par ces problématiques-là. Des acteurs du médico-social, parce qu'il faut aussi travailler sur toutes les dimensions de la vie. Et des acteurs aussi qui travaillent sur ce qu'on appelle la déstigmatisation, le changement de regard en santé mentale. Et des chercheurs, bien entendu. Donc l'idée, c'est de travailler tous ensemble, avec tout ce collectif-là. On a porté ce dossier pour que la santé mentale devienne une grande cause nationale, c'est-à-dire une priorité des politiques, une priorité publique numéro 1. C'était en fait quelque chose qui avait déjà été porté il y a 10 ans. Et à l'époque, on en parlait beaucoup moins. Et probablement, la société n'était pas prête sur ce sujet-là. Et donc, très clairement, on n'avait pas obtenu la grande cause nationale. Et là, cette fois-ci, ça a marché. Alors, dans un contexte un peu politique, un peu compliqué, tu l'as évoqué tout à l'heure. Mais en réalité, le fait que ça devienne une grande cause nationale, c'est hyper intéressant parce que ça donne un coup de projecteur. Alors, en fait, c'est ce que j'allais te demander. Ça sert à quoi une grande cause nationale? On pourrait se dire effet d'annonce ministérielle, youpi youpla, on va dire c'est la grande cause. Ça sert à quoi que la santé mentale soit une grande cause? La grande cause nationale, en fait, en gros, c'est un label qui existe depuis la fin des années 70. Chaque année ou tous les 2-3 ans, il y a un sujet qui est choisi. Il y a des grandes causes qui ont fait coup d'épée dans l'eau, clairement. Personne ne s'en souvient. Il y a des grandes causes qui ont vraiment marqué les esprits. Je pense à la sécurité routière. Je pense aux violences faites aux femmes, et ça continue encore. Je pense aussi au cancer. Le sida, VIH, ça a été aussi une grande cause nationale. L'autisme, le handicap, Alzheimer, tu vois, si on reste sur le champ de la santé. Donc il y a eu des grandes causes qui ont vraiment marqué. Ça marque comment? Ça marque parce que déjà tu vas mettre en fait la lumière sur un sujet qui est mal compris, tabou, un peu honteux. C'est le cas sur la question des troubles psychiques en tant que tels, et même de la santé mentale, parce que il faut quand même rappeler qu'on a tous une santé mentale, donc on n'a pas tous des troubles psy, mais on a tous une santé mentale et elle va varier au cours de la journée, au cours de la vie. Enfin, ça, c'est donc voilà. Donc en parler et avoir vraiment de la lumière, de la communication autour d'un sujet, c'est hyper important. Mais il ne faut pas qu'une grande cause, ce soit juste de la com. Donc la grande cause nationale, c'est aussi faire du sujet une priorité de politique publique, c'est-à-dire vraiment le mettre à l'agenda et avoir des actions qui soient menées sur ce sujet-là. Et c'est important, effectivement, une grande cause, c'est pas que politique, gouvernementale, etc. C'est l'occasion d'une mobilisation des associatifs, des fondations, des chercheurs. On va recevoir sur le plateau du grand public, des médias comme moi, du grand public, vous, l'occasion d'en parler. Toi, tu dis, ça fait 15 ans que tu es mobilisé sur cette cause, celle de la santé mentale. Tu trouves que ça a évolué, qu'on prend mieux en compte aujourd'hui ce sujet ?
Alors très clairement, ça a évolué dans plein de dimensions. Déjà parce que ça s'est dégradé, tout simplement. Donc il y a 15 ans, il y avait déjà un effet fort, c'est-à-dire qu'on avait déjà une grosse partie de la population qui était concernée. Aujourd'hui, on estime que c'est à peu près 1 personne sur 5 chaque année qui a un trouble psychique, donc il y a une maladie. Et ces maladies-là, elles sont très diverses, mais les plus fréquentes, c'est les dépressions, les troubles anxieux. Mais on a aussi des TOC, les troubles bipolaires, la schizophrénie. Enfin, il y a beaucoup de troubles et c'est des maladies qui sont parfois très complexes. Parfois, ça dure un temps, parfois, ça devient chronique et ça s'installe sur toute une vie. Donc, ce sujet-là, il est extrêmement important. Et puis, l'enjeu aussi, ça va être aujourd'hui de réussir à en parler et d'avoir vraiment une vision un peu différente aussi du sujet. Donc, ce qui a bougé beaucoup, c'est que pendant la crise sanitaire, on en a beaucoup parlé avec les jeunes. Dans les familles, en fait, ça a été très impactant parce qu'en fait, on a vu beaucoup d'ados qui allaient mal et c'est vrai qu'on a un doublement de ce qu'on appelle les symptômes anxio-dépressifs chez les jeunes. Chez les jeunes, oui. On a des tentatives de suicide de plus en plus jeunes. Donc ça, c'est des phénomènes qui font qu'en fait, on en a parlé. Mais il y a aussi un phénomène positif, je dirais, c'est qu'il y a des personnalités qui prennent la parole. Ce matin, on avait sur France Inter le journaliste Nicolas Demorand qui nous dit, voilà, moi je suis malade mentale, mais je vis avec, je travaille avec, je suis là tous les matins, j'ai eu honte pendant très longtemps et je veux que cette honte, elle s'arrête. Ça, c'est hyper important quand on a des sportifs, des artistes, des journalistes, même des politiques, des chefs d'entreprise, des gens publics qui vont en parler, en fait, le regard, il commence à bouger. Donc ça bouge. Et ce qui bouge aussi, c'est sur le terrain. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là, il y avait beaucoup moins de structures. Là, on va peut-être en parler tout à l'heure. Et dans le collectif, c'est vrai qu'il y a plein de structures, des lignes d'écoute, des dispositifs autour de la prévention. Il y a plein de choses qui se sont développées, qui n'existaient absolument pas il y a quelques années. Donc, en fait, c'est assez positif, ce foisonnement d'initiatives, de ressources, et il se passe des choses sur le terrain. Je voudrais que tu me parles de chacun des 4 objectifs de cette grande cause nationale. On va les prendre un par un, on va prendre le temps d'en parler. Le premier, la déstigmatisation. À quoi est-ce qu'on mesure la stigmatisation de la santé mentale ? Oui, c'est un sujet qui n'est pas simple. Déjà, rien que le terme, qu'est-ce que ça veut dire, stigmatisation ? En fait, c'est le regard qu'on va porter sur les troubles psychiques qui est hyper négatif. Mais c'est tout notre imaginaire, en fait. La folie, la faiblesse, la violence, tout ce qu'on va associer, en fait, aux troubles psychiques. Et donc ça, c'est comment est-ce qu'on fait changer ce regard-là ? C'est ça qu'on va appeler la déstigmatisation. Comment ça se mesure ? En fait, il y a des questionnaires qui sont validés à l'international. Tu demandes aux gens, est-ce que vous seriez à l'aise de déjeuner avec une personne avec un trouble psy ? En France, c'est 35% des gens seront pas à l'aise. Ah ouais ? De travailler avec une personne avec un trouble psy, c'est pareil. On est plus d'un tiers de la population. Donc on voit bien, voilà. Est-ce que vous seriez à l'aise juste de parler si jamais vous pensez que vous avez un trouble psy ? En fait, on a 75% des gens qui ne seraient pas à l'aise d'en parler, y compris à leurs proches, y compris à un professionnel de santé. Donc on voit bien qu'on a encore un tabou qui est hyper fort. Donc oui, ça se mesure. Et oui, ça a un impact hyper fort. Parce qu'en fait, ce sujet-là, ce n'est pas juste un sujet de libérer la parole comme ça. Enfin, en fait, c'est que si j'ai honte et que je n'ose pas en parler, je ne vais pas aller chercher du soin. Du coup, je ne vais pas être soignée. Et ça a même un effet parfois de discrimination. Pour recruter quelqu'un. Si je suis un recruteur, je suis face à quelqu'un, je me dis, dis donc, il n'a pas un trouble de santé mentale, celui-là, dans ces cas-là, je vais avoir une réaction très négative. Un bailleur aussi, pour un logement. Donc, en fait, ça va avoir des impacts dans toute la vie des personnes concernées et ça peut vraiment entraîner ce qu'on appelle des discriminations. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir les mêmes droits parce qu'on est concerné par un trouble. Donc, la stigmatisation, elle a des effets très directs et elle a aussi des effets qu'on appelle un peu systémiques, c'est-à-dire que les familles aussi vont être stigmatisées, et même les professionnels de santé. On dit souvent que la psychiatrie, c'est pas attractif, il y a peu d'étudiants en médecine qui veulent faire psychiatrie. Il y a quelque chose à voir avec ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une stigmatisation qui est dite reportée en fait, sur les professionnels qui travaillent autour. Il y a un énorme boulot. il y a du taf. Il y a du taf sur la déstigmatisation, ça assez clairement. Premier objectif, déstigmatisation. Deuxième objectif, développer la prévention et le repérage précoce. Ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on diagnostique trop tard les troubles ? Oui, très clairement, la réponse courte, c'est oui. Et la réponse longue, c'est qu'aujourd'hui, on a 75% des troubles, si tu veux, des maladies psychiatriques qui vont se déclencher avant l'âge de 25 ans. En gros, l'âge vraiment hyper important, c'est le 15-25, où ça va se déclencher pour la grande majorité des troubles. C'est très rare qu'on arrive à poser des diagnostics dans ces âges-là. Donc, en réalité, ce qui se passe, par exemple, sur les troubles bipolaires, on a 8 à 10 ans de décalage entre les premiers symptômes et le moment où on va poser un diagnostic. 8 à 10 ans, dans des âges où, en fait, on commence à choisir ses études, on s'installe dans la vie professionnelle, éventuellement on monte une famille, etc. Tout ça, ça va en fait faire de la perte de chance et aussi dans la vie de la personne, ça va avoir un impact absolument massif. Donc c'est hyper important en fait de détecter de façon précoce, de prévenir. Et ça passe vraiment par
une information très large de la population sur ce sujet-là. C'est-à-dire de comprendre ce que sont les troubles, de comprendre quelles sont les ressources, de comprendre aussi ce qui peut, chez un proche, alerter des changements de comportement, des manques de sommeil. On va essayer de repérer un peu les signaux faibles et se dire peut-être que moi ou peut-être que mon proche, c'est un trouble. Et donc là, il faut tout de suite aller consulter. Et donc, on rejoint un peu nos histoires de déstigmatisation. Mais en tout cas, l'information, ça aide aussi beaucoup à mieux se repérer et à intervenir de façon plus précoce. Il se trouve que c'est mon cas. J'ai été diagnostiqué 10 ans après les premiers symptômes de la bipolarité. Il a fallu 10 ans pour qu'un médecin me dise, en fait, a priori, vous devriez vous trouver dans ce trouble-là. Et je l'ai compris qu'après, qu'effectivement... je confirme complètement le retard diagnostic, mais c'est très difficile, l'errance. On va continuer à en parler, justement. Troisième objectif de la grande cause, améliorer l'accès aux soins. Les soins en psychiatrie sont inaccessibles ou difficilement accessibles. Pourquoi? Pour des raisons géographiques, pour des raisons économiques, ça coûte trop cher? C'est quoi l'inaccessibilité? Alors, ce qu'on sait là-dessus, et tu vois, ce matin même, je lisais donc, dans Le Parisien, il y avait un article qui disait, enfin, c'était une étude de la Fédération hospitalière de France qui nous dit, en fait, 50%, donc la moitié des personnes qui auraient besoin de soins en santé mentale ne le trouvent pas. Donc, c'est la moitié des gens n'ont pas accès aux soins. Alors, comment on explique ça? Donc, souvent, on me dit, mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de psychiatres. Quand tu regardes les chiffres de nombre de psychiatres par habitant en France par rapport à l'Europe, on est en numéro 2. C'est-à-dire que les Allemands ont beaucoup plus de psychiatres que nous, mais après, c'est nous. Deuxième position. Donc, ça devrait aller, en principe, en nombre de psychiatres, en tout cas. On se dit, ça devrait aller. Là où on pêche beaucoup, c'est en pédopsychiatrie, parce que là, pour le coup, on a beaucoup moins de pédopsychiatres par rapport aux autres pays. Et en plus de ça, moyenne d'âge des pédopsychiatres, 62 ans. Donc là, on est face à une falaise et là, c'est très, très raide. Donc on a vraiment cet enjeu-là. Et la problématique, c'est ce que tu disais, géographique. C'est-à-dire que les psychiatres, ils ne sont pas répartis de façon homogène sur le territoire. Donc là, on a un vrai enjeu là-dessus. On a un enjeu aussi, effectivement, financier. Parce que l'accès aux soins gratuits en psychiatrie, alors tu sais, on a une politique de sectorisation, donc la psychiatrie, c'est organisé par aire géographique, normalement c'est censé être gratuit partout, et donc effectivement, on a des centres médico-psychologiques, des CMP, partout sur le territoire, qui permettent d'être pris en charge gratuitement sur l'ensemble des dimensions. La problématique, c'est que l'accès, les délais d'attente sont hyper longs. Énormes, Parfois c'est 1 an, parfois c'est 2 ans, parfois c'est 6 mois, mais enfin c'est rarement une semaine. Donc on est vraiment sur des délais très longs, et après, sur la psychiatrie libérale, il y a des tarifs qui parfois peuvent décourager les personnes. Et si on ne veut pas aller voir un psychiatre, qu'on se dit je vais aller voir un psychologue, là c'est pareil. Donc là, maintenant il y a un remboursement des psychologues. On a le droit d'être remboursé 12 séances à 50 € par an, donc un dispositif qui s'appelle Mon Soutien Psy. Mais tous les psychologues ne sont pas encore dessus. Et pareil, ça dépend un peu d'où on habite. Et donc c'est vraiment, il y a beaucoup d'inégalités territoriales sur ce sujet. J'ai vu des témoignages dans le chat de gens qui disent que c'est super cher d'aller voir un psychologue. C'est effectivement, il y a encore une difficulté pour améliorer l'accès aux soins. Donc ce troisième objectif. Quatrième objectif, accompagner les personnes concernées. Comment est-ce qu'on pourrait mieux accompagner les personnes concernées par les troubles de santé psy? Déjà, il y a cet enjeu d'accès aux soins. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, il faut quand même repenser un peu l'organisation du dispositif. Aujourd'hui, quand on a un problème de santé mentale, quand on a une souffrance psychique, la première personne qu'on va voir assez naturellement, c'est plutôt son médecin généraliste. Aujourd'hui, ça, c'est 80% des gens, ils vont d'abord s'adresser au médecin généraliste. Ils sont assez peu formés sur le sujet, ils n'ont pas de temps à y consacrer, ils ne sont pas équipés dans le sens où ils ne sont pas connectés avec la psychiatrie, ils sont peu connectés avec des psychologues. Donc, on a tout un travail à faire sur ce premier étage là, de la pyramide, c'est-à-dire que le niveau 1, c'est quand même le médecin généraliste. Et toute la littérature, en fait, l'Organisation mondiale de la santé nous dit, en fait, en médecine générale, on peut prendre en charge énormément de troubles psychiques, en fait, modérés, voire même sévères. Donc les médecins généralistes, ils pourraient tout à fait jouer un rôle beaucoup plus important. Ça, il faut vraiment aller là-dessus. Et ensuite, effectivement, avoir la psychiatrie de secteur, la psychiatrie qui puisse être mieux organisée aussi et plus visible. Aujourd'hui, on ne sait pas trop vers qui on s'oriente, c'est hyper compliqué. Donc il y a tout à cet enjeu, et puis un niveau 3 aussi pour les troubles les plus complexes et tout. Donc bien réorganiser le soin pour que ce soit lisible, qu'on sache vers qui on se tourne. Quand on est un jeune, là, parce que ton public, effectivement, c'est des jeunes, on va vers qui? On va à la maison des ados, on va au point d'accueil écoute jeunes, on va au point santé jeunes, on va au CMPP, au CMPIJ. Bon, c'est pas lisible. C'est hyper galère. Clairement, il y a un enjeu de rendre le truc visible, rendre le truc accessible, plus simple. Ça, c'est sur les soins. Mais après, accompagner, c'est aussi accompagner dans le logement, dans l'emploi.
dans la vie sociale et familiale, c'est tout ce qu'on appelle les pratiques orientées vers le rétablissement, c'est-à-dire redonner le pouvoir d'agir aux personnes. C'est pas parce que j'ai un trouble psy que je peux pas travailler, que je peux pas avoir des enfants, que je peux pas avoir une vie sociale. Et donc c'est vraiment de se mettre dans cette logique-là, plutôt d'aller chercher qu'est-ce que veut la personne et en fait comment je l'accompagne là-dedans. Et là, c'est vraiment des nouvelles pratiques en psychiatrie qui sont hyper intéressantes. On s'appuie sur des patients experts, on s'appuie sur des équipes mobiles, on va travailler beaucoup sur tout ce qui est apprendre à gérer son trouble dans le quotidien, etc. Donc ça, c'est des pratiques très innovantes, hyper intéressantes, sur lesquelles on peut s'appuyer pour accompagner la personne dans toutes les dimensions en fait, de sa vie et de sa famille et de sa vie sociale et de son travail, etc. On l'a vu, il y a du taf. Et dans tous ces domaines-là, il y a de la recherche aussi. On en parlera tout à l'heure avec des chercheurs et des chercheuses spécialisées. Valérie, ça change quoi pour la Fondation pour la recherche médicale que la santé mentale soit une grande cause nationale? Tu sens que les pouvoirs publics se bougent un peu ou... Alors ça change quoi? Déjà, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais évidemment, la Fondation a soutenu l'engagement, s'est portée auprès de l'association qui a porté cette grande cause, pardon, et on se réjouit tout à fait du dénouement. Ça, c'est une excellente nouvelle. Nous, on va continuer très simplement, on va continuer ce qu'on sait faire, c'est-à-dire soutenir la recherche, et soutenir la recherche financièrement, bien sûr, encourager les chercheurs, notamment les plus jeunes, vers ce domaine de recherche. Je pense que la recherche en santé mentale et en psychiatrie, sans en être une experte, j'ai quand même le sentiment qu'il y a beaucoup de choses à pousser. Il y a un manque de financement évident, c'est vrai, donc on prendra notre part pour essayer de pallier à ça, mais également pour encourager le continuum entre la recherche fondamentale vers la clinique, encourager aussi des approches interdisciplinaires. Je pense que ça manque beaucoup encore aujourd'hui. Voilà, donc c'est pour nous, donc le fait que la santé mentale soit une grande cause, c'est pour nous évidemment, pour la Fondation, une occasion précieuse. C'est un momentum fabuleux pour pouvoir amplifier nos actions, pouvoir faire porter, renforcer nos messages et les faire porter plus loin vers nos différents publics et pourquoi pas vers les pouvoirs publics, en espérant qu'il y ait effectivement des réponses à ça en matière de financement de la recherche. Alors, tu as parlé d'un manque de financement. Comment est-ce que tu chiffres le manque chronique de financement de la santé mentale en France? Alors, les études montrent que la recherche en santé mentale et en psychiatrie représente que 4% des investissements en matière de recherche biomédicale, ce qui est trop peu. 4% de la recherche biomédicale concerne la santé mentale. Ouais, tout à fait. Ouais, par rapport à nos voisins qui sont au moins au double. Hein. Donc, bah non, c'est pas mal. C'est effectivement. On prend notre part. On peut se dire que 2 à 3 millions d'euros aujourd'hui, c'est beaucoup. En même temps, c'est trop peu par rapport au regard des besoins. La FRM est mobilisée de longue date sur le sujet, le projet Addiction en 2014, le projet Psychiatrie en 2015. On y reviendra plus tard dans l'émission sur le besoin de financement. Valérie, on te retrouve tout à l'heure, plus tard dans l'émission. Je te laisse y aller. À plus tard, Valérie. Vous, dans le chat, n'hésitez pas à interagir. Hein. Vous êtes avec nous sur ce plateau, vous êtes avec nous dans l'émission. Je vois que vous discutez depuis tout à l'heure, effectivement, et vous êtes nombreuses et nombreux à témoigner des galères que vous avez rencontrées ou que vous rencontrez aujourd'hui pour trouver un rendez-vous avec un professionnel qualifié dans des bons délais et pour un tarif qui ressemble à quelque chose. Courage à vous, évidemment. On va continuer à en parler, bien sûr, de ce sujet. On accueille sur ce plateau 2 nouvelles personnes. Angèle, viens te mettre à côté de moi. On accueille Pierre Thomas, qui va venir s'installer sur le canapé, ainsi que Abigaël Baran, que je vais vous présenter immédiatement. Installez-vous, les copains. Bienvenue. Installez-vous. Oui. Tac, tac, tac. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette émission Checkpoint spéciale santé mentale, grande cause nationale 2025. On est donc avec Pierre Thomas. Salut Pierre. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tu es professeur de psychiatrie au CHU de Lille. Merci d'être avec nous. On est avec Abigaël Baran également. Salut Abigaël. Salut. Merci d'être avec. Ça va? Oui, un peu stressé. Mais non, mais il n'y a rien, t'inquiète. Abigaël, toi, tu es une personne concernée par le trouble de la personnalité borderline, mais tu es aussi conférencière et militante. Tu es aussi père aidante. Je fais de la pérédance, oui, dans un hôpital. C'est quoi la pérédance, s'il te plaît, Abigaël?
La paire aidance, donc pour expliquer un peu ce que je fais, donc je suis une personne qui est stabilisée et rétablie du trouble de personnalité borderline. Et en fait, j'ai acquis ce qui s'appelle un savoir expérientiel. Et en fait, je vais aller intervenir dans les structures, en l'occurrence là, dans un hôpital parisien, par mon vécu pour pouvoir aider d'autres personnes qui sont encore dans ce parcours-là. Ok, d'accord. Pour en parler, tu as été diagnostiquée en 2020 en l'occurrence. Pour en parler, on va regarder un petit portrait vidéo qui parle de toi et on en parle juste après. À tout de suite. Ce que je dis souvent, c'est que je ne suis pas devenue borderline le jour du diagnostic, c'est que j'ai toujours été, on va dire, un peu intense, un peu extrême. C'est juste que je ne savais pas du tout que c'était quelque chose de l'ordre de la psychiatrie. Très tôt, très jeune, il y avait la sensation d'être un vilain petit canard, très dysfonctionnel, très en dehors des cases, jamais dans les normes, une sensation de vide quasi constante. Une très grande mélancolie. Adolescente, c'est passé par des comportements d'autodestruction très forts, donc je me faisais du mal physiquement, parce que j'avais une détestation de moi, une image de moi qui était très distordue. Ma première tentative de suicide, elle remonte à mes 14 ans, et 15 ans, premier comportement d'automutilation. Du coup, les premiers traitements médicamenteux, les premiers antidépresseurs que j'ai pris, j'avais 15 ans. À mes 23 ans, en 2020, j'ai sombré dans un état dépressif. Donc on m'a remis sous antidépresseurs. Les antidépresseurs n'ont pas fonctionné. Et c'est là où il y a eu une vraie perte d'espoir. Et c'est comme ça qu'en novembre, j'ai fait une tentative de suicide suffisamment grave pour aller aux urgences psychiatriques et que j'arrive dans un état critique aux urgences. Et là, ils ont pris la meilleure décision me concernant, c'est-à-dire ils m'ont hospitalisée. Je suis restée 2 mois. Une semaine avant ma sortie, on m'a annoncé que, alors borderline, ça se dit état limite, donc que j'avais une personnalité limite ou un truc comme ça, un état limite, je ne sais plus comment on m'avait dit ça. À ce moment-là, j'ai compris que j'allais avoir besoin d'un suivi psychiatrique régulier, possiblement pour tout le reste de ma vie. Donc j'ai été sous stabilisateur d'humeur pendant plusieurs années, ce qui m'a permis déjà de me remettre un peu sur pied pour pouvoir m'investir dans un travail de thérapie de groupe spécialisé dans le trouble de personnalité borderline qui s'appelle la thérapie des modes et des schémas. Donc je savais pas du tout ce que c'était que la paire aidance et en fait c'est des personnes qui sont rétablies d'un trouble psychique et qui vont intervenir dans les structures de soins de par leur savoir qu'ils ont acquis via le vécu du trouble. Et je pense que ça a été vraiment à la sortie de ma seconde thérapie des modes et des schémas que là, j'ai commencé à me sentir beaucoup plus stabilisée dans le sens où on avait trouvé un stabilisateur d'humeur qui, moi, me convenait. J'ai le suivi avec mon psychiatre où ça marche super bien. Il y a eu plein de choses qui ont fait que j'ai voulu prendre la parole dans les médias pour pouvoir sensibiliser le plus grand public. Et c'est là où mon militantisme est né. Ça a été aussi le début de l'envie de me diriger vers de la paire aidance. C'est-à-dire, en fait, on a un savoir qui a de la valeur et on a une expertise aujourd'hui qui est complètement complémentaire aux équipes de soins dans les structures et les institutions hospitalières. Donc j'ai repris mes études dans un diplôme universitaire en rétablissement en santé mentale. Et c'est dans ce cadre-là, du coup, qu'aujourd'hui je travaille dans un hôpital parisien et je partage mon vécu du trouble borderline dans des groupes de personnes concernées qui sont encore dans ce parcours-là. Aujourd'hui, je pense que j'ai jamais été autant épanouie dans ma vie, dans le sens où, à une certaine période, me projeter au jour d'après, c'était impossible. Et là, je pense que pour la première fois, j'arrive à me projeter sur toute une vie, des années, etc. Parce que je suis épanouie, parce que j'ai retrouvé une place. Je pense qu'il y a plein de pistes de recherche à creuser et je pense qu'il y a encore une méconnaissance et une mécompréhension du trouble de personnalité borderline et j'aimerais vraiment que la recherche médicale aille dans ce sens-là pour qu'on ait des meilleures prises en charge, plus efficaces, parce qu'en plus de ça, ça se régule très bien quand on y met les moyens et quand on fait les choses dans ce sens-là, donc ouais, ce serait chouette.
Voilà ce portrait vidéo de toi, Abigaël. J'ai vu dans le chat qu'il y avait aussi d'autres personnes qui faisaient de la pérédance et qui voulaient témoigner et tout, donc vous êtes les meilleurs. Hein. Continuez, vous êtes incroyables. Très impressionnant ce parcours que tu racontes. Bravo d'ailleurs de le faire. Aujourd'hui, tu donnes des conférences. Oui. On le voit d'ailleurs. Tu parles de quoi dans tes conférences ? Alors, les conférences ne sont pas les mêmes en fonction du public que j'ai en face de moi. Si j'interviens en entreprise, si j'interviens pour des professionnels de santé, si j'interviens pour des personnes concernées ou pour leurs proches. Mais globalement, je sensibilise via mon histoire personnelle, mon témoignage. Et en fait, aujourd'hui, on a une expertise qui est quand même assez... les personnes concernées, de par notre vécu d'usagers et usagères de la psychiatrie ou même du monde du travail, etc., c'est quand même nous les plus à même de dire quels aménagements on a besoin. La société plus inclusive, en fait, c'est réellement quelque chose de très important pour qu'on puisse retrouver une place, etc. Donc voilà, globalement, je partage mon témoignage de façon très assumée, à visage découvert. Ça, je pense que ça fait beaucoup de bien à beaucoup de gens. Le fait que j'en parle de façon très libre, le fait aussi qu'on puisse... dans mes conférences, j'insiste sur le fait que tout le monde peut poser toutes les questions qu'il ou elle souhaite, avec les mots qu'ils veulent, et que vraiment il n'y a pas de sujet tabou, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas poser des questions parce qu'ils ont trop peur d'être maladroits. Donc voilà. Non mais c'est important. Tu parles dans la pérédance de l'accompagnement des personnes qui sont concernées. C'est quoi les recommandations que tu peux faire à une personne ? Comment tu peux aider quelqu'un sans culpabiliser ? C'est pas facile d'être pérédant. Alors, de façon très concrète, par exemple, il y a des groupes de psychoéducation sur qu'est-ce que c'est que le trouble borderline, d'où ça vient, etc. Et en fait, moi, dans mon parcours personnel, j'estime avoir été une patiente très dure et très résistante aux soins et très sceptique par rapport au monde de la psychiatrie, etc. Et je pense que j'ai commis, entre guillemets, beaucoup d'erreurs. Et en fait, c'est justement ces erreurs-là que j'aimerais éviter à d'autres personnes. Donc, je t'en cite quelques-unes. Par exemple, penser que... chercher la solution miracle. Ouais. Et donc, si la solution miracle ne fonctionne pas, ça veut dire que je suis foutue. Ça, c'est du savoir expérientiel. Ça, c'est des anecdotes que j'ai vécues. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes où ça peut être évité. En fait, il y a beaucoup de messages comme ça, parce que je vois beaucoup de patients-patientes à l'hôpital avoir des discours que moi-même j'ai tenus. Ouais. Je suis passée par là. Je la connais celle-là, ouais. Exactement. Pareil, le fait de dire, dans la prévention sur les pensées suicidaires, moi j'étais, comment ça en parler fait la différence ? Je trouve ça un peu léger. Juste en parler fait la différence. Et en fait, oui, il s'avère qu'en parler fait réellement la différence. Pareil sur les psychiatres. Moi, je me souviens, pareil, avoir été dans un truc très de confrontation avec certains psychiatres parce que je les considérais comme mon sauveur ou ma sauveuse. Et donc, du coup, j'étais dans ce truc de « vous êtes incompétent parce que vous n'avez pas réussi à me réparer ». Ah oui, d'accord, je vois. Ouais. Alors que si on retourne dans quelque chose de très collaboratif, en fait, on ne sait pas ce que j'ai, on va chercher ensemble. Les traitements médicamenteux, on expérimente, on regarde. Et en fait, c'est quelque chose, dans la démarche aussi du soin, c'est hyper collaboratif. Enfin, moi, avec mon psychiatre, on est passé par une longue phase où il a fallu tester tout plein de médicaments, mais j'étais d'accord de le faire avec lui parce que justement, il a joué carte sur table en mode on va voir en fonction des effets secondaires et c'est très personnel à chacune. Et ce qui marche sur une personne peut ne pas fonctionner sur l'autre. Et c'est très individuel aussi. Donc voilà, la pérédance, en gros, c'est tout ça. Et c'est des choses qui... moi, j'ai jamais rencontré de pérédant dans mon parcours et je pense que ça s'est fait sentir. Donc là, je le vois à quel point il y a une alliance thérapeutique qui se fait beaucoup plus facilement. Il y a une confiance aussi, parce qu'on peut être un peu méfiant vis-à-vis des structures psychiatriques, du manque de moyens, etc. Et là, de savoir qu'on a une personne concernée dans l'équipe, ça change tout, quoi, sur l'adhésion aux soins. Pierre, je le rappelle, tu es professeur de psychiatrie au CHU de Lille. Dans ce qu'on a entendu de la part d'Abigaël, on retrouve aussi cette question qui est parfois centrale et qui peut faire peur, la question des traitements, la question des médicaments en psychiatrie. Ça fait peur, ça peut ne pas être efficace. Tu l'as dit, un médicament peut marcher sur une personne, sur une autre, pas de la même manière. Comment tu l'expliques, ça ?
Abigail a très bien résumé en disant que on finit par trouver quelque chose qui marche. C'est vrai qu'on a des médicaments en psychiatrie qui sont des médicaments qui sont très efficaces. On n'a pas beaucoup, ils ont tous été découverts à peu près au même moment, dans les années 50-60. Ils ont fait qu'évoluer un petit peu, mais ils ont pu contribuer à changer la vie de gens qui avaient des maladies chroniques, parler des troubles bipolaires, ça peut être aussi des schizophrénies, mais ils sont efficaces. Ils ont des effets indésirables pour certains, il y a eu quelques améliorations de ce côté-là en termes de sécurité, de tolérance, mais on n'a pas beaucoup évolué. Et peut-être une première difficulté, c'est que la façon dont ils sont développés, c'est-à-dire qu'on fait des essais pour qu'ils puissent convenir au plus grand nombre. Et on n'est pas du tout dans le développement d'un médicament sur quelque chose de très personnalisé. Il faut que pour un groupe le plus large possible, ils aient un effet. Et donc on est loin de l'approche très personnalisée, on essaye. Et en fait, c'est en modifiant les stratégies d'approche qu'on va arriver à personnaliser le traitement, la prise en charge. Peut-être que dans une dépression, pour beaucoup, ce sera les antidépresseurs qui vont permettre de diminuer les symptômes, parce que c'est toujours des traitements symptomatiques. Et puis pour 5%, 3% de patients, ça va être une molécule tout à fait différente qui va pouvoir avoir tout ça. Mais ça, il faut pouvoir le chercher, on a des données, et là, la recherche, elle nous aide à aller à affiner un petit peu. Le problème, c'est que c'est pas encore, entre la recherche, entre ces connaissances-là et la diffusion sur les pratiques, sur le grand nombre, il y a encore un gap actuellement. Mais tu sens que ça progresse quand même? Je sens que ça progresse. Il y a un deuxième point qui est important et qui est très particulier aux psychotropes, donc les médicaments qu'on utilise en psychiatrie, c'est qu'il y a un rapport qui relève de l'irrationnel très souvent autour de ces médicaments-là. Ils font l'objet de publications dans des hebdomadaires ou des mensuels de société, alors qu'on ne verrait pas ça pour un antalgique, pour un antiulcéreux, un antihypertenseur, etc. T'as raison. Donc il y a quelque chose de fascinant. Et on le voit pour tous ces médicaments. Donc ça génère des réserves, ça génère parfois des croyances, parfois une adhésion incroyable. On a connu dans l'histoire des psychotropes, par exemple, il y a eu les IMAO en 1960, qui devait être la pilule du bonheur, et il y a eu beaucoup de dégâts à cause de cet engouement. Il y a eu le Prozac dans les années 80-90, qui était aussi un peu pilule du bonheur, avec des abus et donc des réactions très très fortes. Il y a les psychodysleptiques aussi qui suscitent actuellement aussi un rapport un peu passionnel. C'est intéressant, mais ça ne va pas tout résoudre, etc. Donc cette approche-là, elle est très particulière aux psychotropes, et ce qui fait que c'est pas facile de prendre un médicament, ne serait-ce qu'un antidépresseur, du lithium, un antipsychotique, pour ça. Il y a des effets indésirables, il y a des choses qu'on peut aménager, mais justement en accompagnant les personnes, on peut arriver à vraiment ajuster un traitement pour qu'il soit le plus personnalisé possible. C'est assez impressionnant, effectivement, en t'entendant parler, on comprend bien cette dimension historique du fait qu'on a découvert des molécules, on a travaillé sur des molécules, on a parfois trop cru en certaines molécules, et on continue à chercher, la recherche avance, et elle continue encore aujourd'hui. On se fait moins d'illusions maintenant, on arrête de croire que la pilule du bonheur existe et qu'on va la trouver. Non, mais il y a des traitements qui sortent, tout ça, un peu moins par rapport à ce qu'on a, mais encore une fois, on a tout découvert par hasard, en gros, en psychiatrie, avec cette dimension. Là, il y a des laboratoires de recherche qui misent, qui mettent de l'argent sur des nouvelles molécules. C'est difficile, en plus, c'est tout ce qui a à voir avec la psyché, avec le système nerveux central, c'est difficile. Ça peut être un frein pour certains industriels d'investir dans la recherche. Il faut savoir que pour commercialiser un médicament, il faut parfois 15 ans, 20 ans avant d'arriver à avoir tout ce qui est réglementaire pour la sécurité, la tolérance et l'efficacité. Angèle, quand on parle de santé mentale, on entend les patients et les soignants parler des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. C'est des difficultés qu'on arrive à objectiver, la galère que tu peux avoir dans un parcours de soins? On parlait tout à l'heure du fait que 50% des personnes qui en auraient besoin n'ont pas accès à des soins. Les enjeux financiers, le fait qu'on ne comprenne pas aussi ce que sont les maladies. Et je trouve qu'effectivement, avoir des témoignages comme le tien, c'est hyper puissant parce qu'en fait, déjà, ça montre qu'on peut avoir un trouble psy et être en très bonne santé mentale. Ça peut paraître étonnant comme truc, mais en fait, en réalité, porter ce message d'espoir, c'est hyper fort. Et puis aussi communiquer, libérer la parole, informer. Ce que tu disais, psychoéducation, faire comprendre en fait c'est quoi les troubles, quels sont les symptômes.
symptômes, comment ça va changer ma vie, qu'est-ce que je peux faire, etc. Donc ça, toutes ces galères-là, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas l'info et on a une grosse difficulté d'accès aux soins qui est très claire. Et puis après, un autre sujet, c'est aussi, tu parlais d'alliance thérapeutique, parfois elle est compliquée, parfois l'entrée dans la psychiatrie, elle se fait par les urgences, dans des situations où franchement les professionnels de santé qui sont là, ils n'ont pas toujours les moyens de travailler comme ils le voudraient. Et du coup, ça peut être un peu brutal. L'annonce du diagnostic, elle n'est pas toujours simple. Enfin voilà, il y a encore parfois des relations qui ne sont pas toujours de confiance entre les psychiatres, les patients. Et ça remonte aussi beaucoup des personnes concernées et des familles aussi, qui parfois nous disent, moi je me suis sentie complètement exclue, j'ai pas pu participer du tout, alors que les familles, elles sont hyper impactées. Donc il y a encore tous ces trucs-là qui remontent aussi beaucoup, qui sont des vraies difficultés. Et puis évidemment, on traverse une crise de la psychiatrie qui est majeure. Il y a un manque, évidemment. Manque de professionnels sur le terrain, c'est très difficile. Et du coup, moins il y a de gens, plus il y a de demandes, plus c'est difficile. Donc du coup, les gens partent et en fait, il n'y a pas d'attractivité. Et c'est vrai que travailler dans certains services de psychiatrie, aux urgences psy et tout, c'est hyper difficile. Donc pour les professionnels, c'est très très dur. Et ça aussi, ça remonte beaucoup parce que voilà, c'est un peu le cercle vicieux. Et en même temps, voilà, d'avoir un discours qui dit, en fait, c'est des métiers qui sont quand même géniaux. Il y a de la recherche. Enfin, on peut faire plein de trucs. Et puis la psychiatrie, ça sauve des vies. Il y a toute une campagne là, en ce moment qui s'appelle Choisir Psychiatrie, qui montre aussi, voilà, ça évolue, ça bouge. Il y a quand même de la recherche. Il y a plein de choses qui se passent. Et on peut avoir des pratiques géniales avec effectivement des pères aidants, beaucoup plus de travail sur la relation entre le patient, le professionnel, etc. Mais bon, c'est vrai que sur le terrain, c'est hyper dur. Et d'ailleurs, dans les médias, on le voit, on l'entend souvent. Effectivement, on parle souvent de la crise de la psychiatrie, de la difficulté. Tout le système de santé français est en difficulté, de toute façon. Mais c'est vrai que la psychiatrie, en termes de complexité, de difficulté, de manque d'attractivité, de manque de moyens, on est vraiment là aujourd'hui dans une situation hyper critique. Et pour les professionnels, c'est très très dur. Quand on parle de cette alliance thérapeutique, c'est très important effectivement en psychiatrie que le patient, le sujet, soit l'allié de son traitement, de l'ensemble de son parcours de soins. On se rend compte, Pierre, qu'il y a des patients qui ne prennent pas leur traitement. Il y a un problème d'observance qui existe. Comment on l'explique ça ? On l'explique, c'est pas spécifique à la psychiatrie, on trouve ça dans tous les problèmes de santé pour lesquels il faut prendre un traitement tous les jours et pendant longtemps. C'est vrai dans l'asthme. Alors, il y a des situations pour lesquelles c'est peut-être un peu plus complexe. Par exemple, pour le diabète, si on ne prend pas son insuline lorsqu'on est insulinodépendant, là, ça va tout de suite aller à la catastrophe. Avec les médicaments qu'on utilise en psychiatrie, quels qu'ils soient, si on ne le prend plus, il ne va pas y avoir un effet, peut-être pour les anxiolytiques, c'est tout à fait particulier, il peut y avoir des sevrages comme ça, mais sinon pour beaucoup de traitements au long cours, que ce soit les antipsychotiques, les antidépresseurs, on ne va pas avoir un effet immédiatement. Pour le lithium, c'est pareil, si on l'arrête, on va continuer à aller bien, et parfois même avoir des effets indésirables en moins, et donc se dire, finalement, on peut tout ça. Et malheureusement, ces ruptures de traitement, de prise en charge, peuvent amener à des décompensations un peu à distance, et là, c'est très compliqué. Et ça, il faut vraiment batailler pour éviter ça. Parce qu'à un moment donné, on aurait pu dire, au moins, il arrête son traitement, on ne va rien faire, il va vivre cette expérience, il va bien comprendre. C'était une position... qui a été défendue avant. Oui, tout à fait, de la psychiatrie. Et en fait, non. C'est chaque fois qu'il y a une décompensation, c'est des complications, c'est des dégâts, c'est des risques de suicide, des risques d'accident, des risques de beaucoup de choses. Et il faut surtout tout faire pour ne pas prendre ce risque. Donc, il y a beaucoup d'informations. Et c'est vrai que la place des gens qui ont déjà vécu, qui viennent dire, attention... il faut prendre certaines précautions, c'est extrêmement précieux et ça a beaucoup plus de portée que ce qu'un professionnel peut dire à quelqu'un qui est en difficulté avec son traitement. Je l'ai vécu moi aussi personnellement, l'arrêt brutal de traitement, en cours de traitement, sans consulter personne, etc. Ne faites pas ça. C'est effectivement, mais il faut le vivre pour ça et les pères aidants servent à ça, c'est hyper important. Il y a cette image très négative du médicament aussi psychotrope. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans la société. La France en prescrit trop, il faut en prendre moins. Il y a la méchante industrie pharmaceutique aussi derrière, donc il faudrait préférer des traitements alternatifs, plus naturels, médecine douce, médecine exotique, je ne sais quoi. Ça aussi, cette bataille contre le cliché, elle n'est pas simple. Tout à fait, mais encore une fois, rien de spécifique à la psychiatrie, à part peut-être des débats un peu plus passionnels. Mais on va retrouver dans le champ du cancer aussi avec des gens qui vont dire attention, les traitements contre le cancer, il vaut mieux utiliser telle ou telle technique. C'est exactement la même chose et ça fait appel aussi à des croyances avec ce que Abigail disait tout à l'heure sur donnez-moi le résultat immédiat, j'attends de vous un miracle, etc. Et c'est vrai qu'il y a une très forte demande
Pour des problèmes de santé mentale encore plus. Alors bien sûr, les médicaments vont être tantôt très recherchés, enfin vous parlez des psychodysleptiques en ce moment, c'est parce que c'est très d'actualité où on se dit voilà, ça va être une solution, ou alors au contraire fortement décrié avec ça transforme les gens en petits robots, etc. Et surtout que les représentations sont très différentes selon les personnes. Et dans une même famille, parfois, on peut avoir des conflits extrêmement durs, parfois violents, autour de il prend pas son médicament, et puis à côté l'autre qui va dire mais il n'a pas besoin de ses médicaments, c'est des saloperies, etc. Et donc c'est très difficile de se repérer dans un climat comme ça qui est généré par le côté passionnel autour de ces médicaments. Ou la honte de prendre son médicament aussi. Les personnes qui peut être cachées, qui le cachent à leurs proches, qui ne veulent pas le montrer et tout, parce que c'est très très difficile. Abigail, oui, vas-y Pierre. Et puis aussi des reproches en disant si ça va pas, tout de suite ça va être t'as pas pris ton médicament, etc. Et donc vous voyez un peu le côté, il y a le côté police, il y a le côté réglementation, et donc ce que ça peut générer comme problème dans le problème autour de ces médicaments. D'où la nécessité de participer effectivement à lutter contre ces clichés sur la santé mentale. Toi, Abigail, tu t'es formée au rétablissement en santé mentale. Oui. Ça consiste en quoi ? Donc j'ai passé un DU de rétablissement en santé mentale. Ça consiste à connaître un peu les grands principes du rétablissement, savoir partager son expérience de telle sorte à ce qu'elle soit bénéfique pour d'autres. Par exemple, il y a eu plein d'apprentissages. Déjà, quelque chose qui m'a beaucoup aidée dans mon DU, les rechutes font partie du rétablissement. Ça, c'était très soulageant. C'est important à entendre. Je le prends pour moi aussi depuis tout à l'heure, j'adore. Parce que moi, un jour, j'ai rechuté. Je peux vous dire que je suis arrivée chez mon psychiatre, j'ai dit « Est-ce que vous êtes en train de m'expliquer que tout le parcours, il va falloir le refaire parce que c'est pas possible ?» Et en fait, pas du tout. En fait, par exemple, dans les rechutes, c'est justement le fait d'avoir une meilleure connaissance de soi. Imaginons quand on fait des crises, en fait, j'arrive de mieux en mieux à réguler mes crises, j'arrive de mieux en mieux à explorer les stratégies de tolérance à la détresse qui, moi, me convient, etc. Pareil sur le rétablissement, le travail, c'est hyper bénéfique pour le rétablissement. Ça, c'est quelque chose que finalement, on sait très peu. Mais en fait, se rétablir au sein de la société, ça passe aussi par retrouver une place dans la société. Et en fait, le travail, c'est aussi hyper gratifiant quand ça se passe bien et quand, évidemment, il y a des aménagements et c'est fait de façon inclusive et respectueuse du fonctionnement de la personne. Mais en fait, c'est ça, c'est retrouver sa place au sein de la société, peu importe la forme que ça prend. C'est important aussi parce que, par exemple, ça peut être aussi retrouver du lien dans la communauté. Et ça peut passer par plein de formes différentes. Mais en fait, le souci que moi, personnellement, j'ai identifié, c'est que dans la psychiatrie, j'ai l'impression que c'est très facile de... quand on parle du rétablissement, on parle beaucoup de reprendre du pouvoir d'agir, de reprendre un peu ses choix de vie, savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ne pas s'identifier qu'au travers de son diagnostic et réussir aussi un peu à se détacher de ça pour retrouver un sens à sa vie qui soit épanouissant, heureux, etc. Et c'est un peu l'étape manquante dans le sens où moi je distingue la stabilisation du rétablissement, dans le sens où pour être stabilisé, ça a été la thérapie, ça a été les traitements médicamenteux, ça a été l'accompagnement avec mon psychiatre, etc. Ça a été les hospitalisations. Par contre, une fois que je suis stabilisée, j'ai l'impression qu'on est un peu jeté dans la nature, en mode c'est bon, allez-y, reprenez votre vie. Et en fait, moi je me suis retrouvée en mode mais attendez, là je viens de vivre un parcours qui a été super difficile. On vient de m'annoncer que j'avais un trouble psy. Comment je fais avec ma famille, comment je fais avec mes potes, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas ? Enfin, moi, j'estime que c'est un peu un coming out. C'est un coming out, en fait, d'annoncer ça. C'est hyper intime, et en même temps, à un moment, faut bien l'annoncer. Par exemple, quand je rencontre une nouvelle personne, que j'ai envie de la laisser rentrer dans mon cercle proche, est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas, comment je lui dis ? C'est hyper délicat. En fait, il y a plein de questions. Et là, pour le coup, on est seul, livré à nous-mêmes, et c'est là où la pérédance peut intervenir. Et parenthèse aussi sur la prévention, dont on parlait aussi tout à l'heure, et je termine là-dessus. Moi, j'ai été très réfractaire à l'idée de demander de l'aide quand j'ai eu mes premières pensées suicidaires. Parce que pour moi, demander de l'aide, c'était accepter le fait que ça allait pas bien, et j'étais pas prête à ça. Et en plus... étant adolescente, je connaissais déjà la psychiatrie. Étant ado,
moi, j'ai vu ça comme une régression énorme, donc je ne voulais pas. Et en fait, se diriger par des associations, des groupes de parole de pères aidants, quand on n'est pas forcément prêt encore à se diriger pleinement vers des structures de soins, parce que c'est encore un peu compliqué, ça peut faire ce chaînon-là en mode je vais d'abord me diriger vers des associations de groupes de parole de pères aidants pour discuter avec d'autres personnes qui ont des troubles psychiques. Et en fait, c'est beaucoup plus facile d'accepter ça quand ça vient de d'autres personnes qui vivent la même chose, qui en plus de ça partagent leur vécu, leur savoir. J'ai connu la psychiatrie, ça m'a aidé, les traitements médicamenteux, enfin tout ça, c'est du savoir communautaire en fait. Angèle, ça saute aux yeux quand on entend Abigail et Pierre en parler. On est passé un peu vite dessus tout à l'heure. Cette grande cause nationale, elle s'est faite avec tout le monde. Les patients, les pères aidants, les associations, les chercheurs, les soignants. C'est quelque chose d'important, ce fonctionnement en communauté. Vous avez très bien trouvé le nom, hein, l'Alliance pour la santé mentale. C'est important de travailler tous ensemble. Ouais, hyper important. En fait, on a vraiment bâti un collectif avec plus de 3400 organisations qui sont représentées. Et dedans, les personnes concernées, elles ont vraiment une place hyper centrale, avec plein de dispositifs dedans et plein de ressources aussi. Typiquement, effectivement, tout ce que... quand moi, j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là, ça n'existait pas. Hein, mais je pense à la Nightline, ligne d'écoute pour les étudiants, la Maison Perchée, qui est un endroit juste génial, monté par des personnes concernées. Il y a effectivement plein de dispositifs comme ça qui existent aujourd'hui, les premiers secours en santé mentale, pour se former sur le sujet, etc. Donc plein de dispositifs comme ça, mais aussi évidemment il faut embarquer la psychiatrie parce que c'est hyper important. Et tout à l'heure dans les conséquences sur le terrain, c'est aussi, j'ai oublié d'évoquer, mais la santé mentale des professionnels de santé, elle est hyper attaquée aussi. On a des phénomènes d'addiction majeurs, etc. Donc il faut aussi prendre soin de ceux qui prennent soin parce que ça c'est vraiment un enjeu très fort. Et puis associer aussi les chercheurs parce que les innovations c'est ce qui fait changer aussi les choses, etc. Donc voilà, donc tout ce collectif-là, le fait qu'on soit mobilisé largement et qu'on ait eu le soutien effectivement de la société civile, donc du monde économique, de fondations comme la Fondation pour la recherche médicale et d'autres. En fait, ça a permis de porter, on a porté une pétition, et merci parce que ça avait fait une petite vidéo, je me souviens, hyper chouette, qui avait beaucoup circulé justement pour porter toute cette pétition. Et voilà, aller chercher vraiment tous ceux qui peuvent se mobiliser parce que c'est vraiment l'affaire de tout le monde, que ce soit une collectivité locale, une université, une famille, une personne, enfin, tout le monde peut s'embarquer sur ce sujet-là parce qu'en réalité, on va tous à un moment ou un autre être concernés par le sujet directement via un proche et c'est hyper important qu'on avance collectivement aussi sur ce sujet-là qui est absolument majeur. Et aujourd'hui, vraiment, on voit quand même à quel point c'est considéré et que ça commence à être reconnu comme un sujet hyper prioritaire. Bon, vas-y Pierre. Tout à fait. Par rapport à ça, pendant très longtemps, dans les années 60, 80, tout ça, on pensait qu'il n'y avait que le médicament pour pouvoir sortir de la maladie mentale. Et c'est vrai que le terme de rétablissement, ça n'existait même pas à cette époque-là. Et là, maintenant, on arrive dans une époque, c'est pour ça qu'on est quand même très confiant pour l'avenir, où le médicament fait partie de un petit quelque chose à côté de l'ensemble de ce que vient citer de l'Alliance, tout ça, pour permettre aux personnes de sortir de difficultés ou de ne pas y tomber dans la prévention. C'est pour ça que on a vraiment beaucoup évolué sur tout ça. Et ça explique aussi pourquoi il y avait un regard aussi passionnel autour du médicament et qui va certainement se dépassionner. Je peux rebondir là-dessus. Angèle, rebondis, je t'en supplie, vas-y. Ouais, non, parce que je viens de terminer un livre qui est génial, qui s'appelle Mon vrai nom est Elisabeth, qui est écrit par Adèle Lyon, et ça raconte l'histoire de son arrière-grand-mère qui était schizophrène, et on voit en fait, une époque, il y a eu un moment où on n'essayait même pas de soigner les personnes avec des troubles, c'est juste on les internait, on les attachait, puis basta. Et là, ça raconte l'histoire de cette femme qui en fait a été une des premières femmes à être lobotomisée en France. Et à l'époque, la lobotomie, c'était un truc génial. On se disait, on va couper un petit bout du cerveau et puis on fait disparaître la maladie. Enfin, on voit bien quand même on revient quand même de très loin. Et aujourd'hui, c'est quand même des approches qui sont hyper multiples, variées et complémentaires. Complémentaires, où on essaye de plus en plus de prendre la personne dans sa globalité avec une approche bio, psycho, sociale, enfin voilà, toute cette dimension-là. Et donc ce livre, il est juste génial parce qu'il montre aussi l'évolution et l'évolution aussi des regards et des perceptions sur cette femme qui était, si ça se trouve, pas schizophrène, mais qui a été diagnostiquée, un peu posée comme ça, parce que tout le monde disait que elle avait un peu des sauts d'humeur, tout ça, et donc elle a eu le droit à peu près tout ce qu'il faut pas faire. Donc c'est assez intéressant. On revient très loin, donc ça bouge quand même. Et on a encore du chemin à faire. Angèle, on te retrouve tout à l'heure. Tu reviens nous voir tout à l'heure. Vas-y, je t'en prie, file donc. Et nous allons accueillir sur ce plateau un nouvel invité qui nous rejoint tout de suite. Il s'agit de Philippe Marin. Philippe Marin, installe-toi Philippe. Bienvenue, rejoins-nous.
Merci. Merci d'être avec nous, Philippe. Tu es directeur de recherche au CNRS, à l'Institut de génomique fonctionnelle à Montpellier. On voulait discuter avec vous, les amis, de la recherche en santé mentale. Sur quoi vous bossez, comment vous bossez, dans quelle direction vous allez, quels sont vos espoirs et vos attentes. Philippe, est-ce que déjà tu peux nous raconter, s'il te plaît, ton parcours? Comment tu es devenu chercheur dans ce domaine? Oui, avec plaisir. Donc, j'ai fait mes études à l'École normale supérieure de Cachan, puisque je me destinais à l'enseignement. Et puis, avant de démarrer, après mon agrégation, j'ai quand même souhaité faire une thèse. Donc, c'est là que j'ai rejoint le Collège de France et j'ai eu une chance formidable, c'est de tomber sur des chercheurs qui m'ont communiqué leur passion de la recherche. Et ça, c'est très important, ce mentoring pour former des chercheurs. Parce que former un chercheur, il faut, je dirais, une dizaine d'années. Et donc, il faut des gens extrêmement compétents pour former les jeunes, en fait. Et c'est important à ce sujet de maintenir une masse critique de personnes compétentes dans l'ensemble des domaines de la recherche, et notamment dans la recherche préclinique, enfin fondamentale en psychiatrie, avec des domaines d'application en psychiatrie. Donc voilà, ils m'ont communiqué cette passion, et j'ai eu la chance d'intégrer le CNRS maintenant il y a plus de 30 ans. Et donc, à mon tour, de former des jeunes chercheurs, et j'ai encadré un certain nombre de thésards, et c'est une fierté, parce que ça... C'est très important dans la fonction d'un chercheur, en fait, de transmettre son savoir et ses connaissances. Alors, j'ai dit que tu étais à l'Institut de génomique fonctionnelle. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, je t'en supplie, ce que c'est que la génomique fonctionnelle? Alors, la génomique fonctionnelle, c'est l'étude de la fonction des gènes, comme son nom l'indique, mais la particularité, c'était une étude à large échelle, globale. Et ça, c'est permis par des évolutions technologiques ces 2 dernières décennies, qui en particulier le séquençage et la connaissance des génomes. Maintenant, on a accès aux séquences des génomes pour des sommes relativement modiques. Alors, ce n'est pas simplement les gènes eux-mêmes, mais c'est surtout également le produit de ces gènes. Les gènes, ce n'est pas eux qui exercent les fonctions, la machinerie cellulaire. Ils sont traduits en protéines, et ce sont les protéines qui vont assurer les fonctions cellulaires. Et là, on parle de protéome, donc on peut parler de protéomique fonctionnelle comme de génomique fonctionnelle. D'accord, merci mille fois Philippe. Je voudrais qu'on parle d'un sujet qui a été traité dans le grand public, c'est l'essor des psychédéliques en psychiatrie, un champ de recherche sur lequel tu travailles, oui, Philippe. Absolument. On va en parler après une petite vidéo, on revient tout de suite. On s'intéresse aux produits psychédéliques qui sont utilisés en psychiatrie. En fait, on a découvert qu'ils avaient des bénéfices sur l'état de l'humeur. Historiquement, les psychédéliques ont été étudiés dans les années 1950-1960 à visée thérapeutique, et puis à cause de leur détournement comme molécules récréatives, elles ont été interdites par le gouvernement américain. Interdites pour la consommation bien sûr, mais également pour tout projet de recherche. Et donc cette interdiction a été valable au niveau mondial, et donc toute recherche scientifique en lien avec les psychédéliques a été totalement arrêtée. Et puis il y a une vingtaine d'années, les recherches ont repris et de nombreux essais cliniques ont démarré avec différents types de psychédéliques comme la psilocybine, le LSD. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment fonctionnent ces molécules, comment elles agissent pour induire cette activité antidépressive, et donc c'est pour ça que les chercheurs se sont mis au travail pour essayer de comprendre les mécanismes d'action précis de ces molécules psychédéliques en tant qu'antidépresseurs. L'usage des psychédéliques, en fait, est limité par leurs effets secondaires et notamment leurs effets hallucinogènes. De ce fait, il est important de développer des molécules qui vont avoir les mêmes effets, induire la même réponse thérapeutique, mais qui seront dépourvues de ces effets secondaires. Il est capital de connaître le mécanisme d'action des psychédéliques qui sous-tend à la fois leur effet thérapeutique, bénéfique, antidépresseur, et d'un autre côté, leurs effets secondaires. C'est un domaine incontestablement où la recherche s'accélère fortement du fait des premiers essais cliniques qui ont démontré l'efficacité de ces molécules. À partir du moment où on a trouvé une première famille de molécules qui a démontré une efficacité thérapeutique, bien sûr celle-ci suscite à la fois un engouement très important et un espoir pour les traitements futurs. Alors Philippe, dis-nous, ces psychédéliques sont prometteurs pour la recherche en psychiatrie? Ouais, je pense que, oui, voilà, comme on l'a dit dans le film, en fait,
Et comme Pierre l'a évoqué, les antidépresseurs, si on revient à la dépression, ont été découverts dans les années 50-60. C'est tout ce qu'on appelle les antidépresseurs classiques, comme le célèbre Prozac que tu as mentionné. Le problème, c'est que ces molécules, si elles sont efficaces chez un grand nombre de patients, il y a une portion non négligeable, environ 30% des patients, qui sont résistants aux traitements même optimaux. Et l'autre inconvénient de ces antidépresseurs classiques, c'est qu'il y avait un délai pour observer un bénéfice thérapeutique d'environ plusieurs semaines, enfin 5 ou 6 semaines de traitement pendant cette fenêtre où il n'y a pas d'effet thérapeutique. En plus, les effets secondaires se manifestent, il y avait des risques de suicide. Alors, suite à ces observations, bien sûr, c'est une révolution dans le sens où une seule dose, une seule administration, une seule prise de psychédélique a un effet rapide, ce qui se voit sous 24 heures, une amélioration. Et donc ça, c'est quand même une révolution. Et donc à partir de ces molécules naturelles, comme la psilocybine qu'on trouve dans les champignons hallucinogènes, eh bien l'enjeu maintenant, c'est de d'optimiser ces molécules. Donc c'est là que vont entrer en piste les chimistes qui vont améliorer ces molécules, en particulier essayer de designer, de concevoir des molécules qui vont être dépourvues de ces effets secondaires qu'on a mentionnés. Alors l'autre caractéristique, et qui a été soulignée dans le film, c'est qu'il semble que ces effets antidépresseurs ne sont pas... cette propriété psychédélique n'est pas nécessaire à l'effet antidépresseur. C'est-à-dire qu'on a d'autres molécules aujourd'hui qui agissent de la même façon, mais qui n'ont pas ces effets secondaires et qui ont les mêmes effets antidépresseurs. Et l'autre aspect, le dernier aspect important de ces psychédéliques, c'est, on a parlé de la dépression, mais c'est qu'ils semblent être efficaces dans d'autres pathologies également. On a parlé déjà, je pense, des addictions, et en particulier dans le cas des addictions de l'alcoolisme. Il y a actuellement des études cliniques aussi pour leur capacité à prévenir la consommation excessive d'alcool, associée notamment chez les patients dépressifs. Le risque, quand on dit que voilà, il y a de la recherche prometteuse sur les psychédéliques pour lutter contre la dépression, c'est que des personnes dépressives se jettent sur du LSD, acheter pas cher sur Internet. Enfin, voilà, il faut déjà rappeler quand même que ce sont des substances illicites. Oui. Et donc, du fait des risques que l'on a évoqués, ces effets secondaires qui peuvent se manifester très rapidement après la prise, nécessitent une prise dans un contexte médical, une surveillance médicale très stricte. On peut développer des états de panique, des confusions, des fortes crises d'anxiété. Donc ça doit vraiment être pris avec beaucoup de précautions. C'est un risque qu'on peut constater, Pierre, cette errance médicamenteuse de gens qui vont faire des recherches sur Internet, sur des molécules, des trucs, et qui vont prendre un peu n'importe quoi. Bien sûr. Avec ce qu'on disait tout à l'heure, avec la recherche vraiment de quelque chose qui va me sauver, qui va me faire sortir le plus vite possible. Et c'est vrai que c'est pour ça que les recherches menées par Philippe et l'ensemble de la communauté des chercheurs dans le monde, c'est tout à fait important. Et ça va permettre de définir les règles d'utilisation autour de ces produits, les limites. Et ça correspond un peu aux stratégies, à l'évolution de la façon de proposer des traitements dans le domaine de la psychiatrie, c'est-à-dire d'avoir, de personnaliser davantage, de savoir pour quel patient ce traitement va être efficace. Actuellement, on est encore dans une approche très à l'aveugle en disant dépression, antidépresseur, si on doit mettre un traitement, psychose, antipsychotique, etc. Mais on disait, il y a beaucoup de patients qui n'évoluent pas favorablement, c'est 30% dits de résistance, etc. Et en fait, l'idée, c'est de trouver pour quel patient, à partir de données qui sont des données cliniques, parfois paracliniques, on va pouvoir apporter le meilleur traitement. Et c'est là qu'on va commencer à différencier et personnaliser le traitement. Abigail, toi, tu as testé l'ayahuasca, je crois. Oui. C'est quoi? Non, mais explique-nous, ça fait partie de ton parcours. Alors, pour la petite histoire, j'ai un diagnostic de trouble de personnalité borderline, mais j'avais aussi un diagnostic d'état de stress post-traumatique. Et le trauma, c'est un truc à vivre qui est quand même très compliqué. Je m'étais tournée thérapie, aide médicamenteuse, hospitalisation en psychiatrie, etc. Et en fait, au bout d'un moment, malheureusement, alors je tiens à préciser, c'est mon témoignage personnel, ça n'engage que moi. Je tiens à préciser, c'est important. Mais en fait, au bout d'un moment, sur le trauma, déjà, moi personnellement, les antidépresseurs, sur moi personnellement, ça ne marchait pas. Okay. Et en plus de ça, j'ai une résistance, notamment à l'EMDR. Il n'y avait rien qui marchait. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai senti aussi
que les professionnels de santé que j'avais en face de moi étaient un peu à court de solutions. Il s'avère que donc je suis partie faire un voyage au Pérou où j'ai pris en effet de l'ayahuasca, qui est une plante psychédélique qui est illégale en France, je tiens à le préciser. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, j'ai jamais pris de drogue dans ma vie. Jamais. Et c'était purement sur la souffrance est trop forte. Et là, je sens que vraiment, il n'y a plus de solution. Donc c'était ça. Et donc, expérience d'ayahuasca au Pérou. Je ne sais pas ce que tu veux savoir exactement là-dessus. Non, je ne sais pas, parce que c'est un témoignage effectivement de tentative d'une expérimentation. Est-ce que tu l'as pris dans le but d'essayer de te soigner ou est-ce que c'était juste récréatif ? Alors, pour le coup, c'était pas du tout récréatif parce que... alors moi, mon expérience d'ayahuasca s'est mal passée. D'accord. Donc l'aspect récréatif... n'était pas présent. N'était pas présent. C'était pas fun. Vraiment, je comprends pas pourquoi les gens font ça. Bon, bref. Et non, en plus... parenthèse sur l'ayahuasca, enfin moi personnellement j'ai estimé qu'il fallait être vraiment motivé parce qu'il faut partir en Amazonie, faut faire une diète qui est quand même... Enfin je veux dire, je pense que les personnes qui veulent faire ça juste récréatif, ils prennent autre chose que de l'ayahuasca. Voilà. Vraiment, je connais pas l'ayahuasca, donc c'est pour ça que je suis... C'est une plante qui est considérée comme sacrée, chamanique, qui se fait dans un cadre de cérémonie chamanique avec un chaman, etc. Donc c'est très culturel. Bon voilà, pour le coup, je pense que d'autres personnes en parleraient mieux que moi. Mais voilà. Et moi, personnellement, ça a été une expérience qui a été très douloureuse, vraiment. Et même... le chaman après ça m'avait dit tu vas voir, ça va pas être effectif tout de suite, ça va prendre du temps. Et je savais pas trop ce que j'avais vécu à ce moment-là. Et en effet, ça a mis plusieurs mois avant que je constate quand même que j'avais plus aucun symptôme d'état de stress post-traumatique après ça. Mais par contre, mon très très grand regret sur cette expérience, c'est que c'était une très grosse prise de risque, une très grosse mise en danger. Si les personnes font des bad trips, bah on est en Amazonie, voilà. Ouais. Et ça arrive. Hein. Ben, évidemment, il y a des personnes qui redescendent jamais de ce genre de choses. Et moi, ma très grosse... en fait, je pense qu'il y a d'autres méthodes qui sont beaucoup plus douces, qui peuvent être proposées dans un cadre qui est sécurisé par des professionnels qui sont formés dans le domaine aussi. Et moi, si cette solution-là m'avait été proposée, je l'aurais faite. C'est un truc qu'on entend effectivement souvent, on revient sur ce cliché des médicaments et des médicaments psychotropes en particulier. Les médicaments psychotropes, c'est chimique, c'est fait par des industries pharmaceutiques qui se font plein d'argent. C'est pas bien, il vaut mieux privilégier des choses qui sont naturelles, qui sont naturellement bonnes pour le corps, des discours qu'on entend beaucoup, notamment sur Internet, et qui peuvent, d'ailleurs je vous pose la question, faire des ravages en psychiatrie. Est-ce que c'est quelque chose qu'on constate malheureusement ? Oui, mais il y a beaucoup de médicaments, effectivement, qui partent eux-mêmes de substances naturelles qu'on trouve dans la terre. Et après, le rôle des chimistes, c'est de les optimiser, justement, pour qu'il n'y ait pas ces effets délétères que tu as décrits et débarrasser ces molécules naturelles de leurs effets secondaires. C'est le but. Hein. Donc, c'est vrai qu'on stigmatise beaucoup l'industrie pharmaceutique, mais c'est quand même l'industrie pharmaceutique qui met au point les médicaments, hein, qu'ils soient après, qu'ils aient été découverts de façon un peu par hasard, comme les premiers, ou sur des approches raisonnées de modélisation moléculaire avec des chimistes. Mais c'est quand même eux c'est pas nous, chercheurs ou cliniciens, qui développons les médicaments. Je crois que pour progresser dans le domaine, il faut que tout le monde travaille la main dans la main, les chercheurs, les cliniciens et les industriels. Et on rappellera utilement que les industriels ne font pas non plus ce qu'ils veulent. Hein. Il y a des autorités extrêmement regardantes qui font très attention. L'autorité nationale de sûreté du médicament notamment, qui rigole pas du tout. Enfin, là, vraiment, c'est... La sécurité d'emploi, la tolérance. Mais peut-être rajouter, il y a aussi quelque chose de très important et sur lequel même les chamans de tous les temps sont appuyés, c'est qu'il y a une croyance très forte sur, on appelle ça maintenant la maladie thérapeutique, mais il faut que le corps souffre pour que l'âme aille mieux, enfin tout ça. C'est une très très vieille croyance. Vieille croyance, ouais. Ça. Ce qui fait que on a toujours cru que, par exemple, la médecine ayurvédique, si vous avez des problèmes psy, il faut vomir, il faut avoir des diarrhées pour purifier le corps, etc. En fait, il faut souffrir un martyre
pour pouvoir accéder à un meilleur état de bien-être. Et ça, c'est une croyance qui est partagée. Et la personne qui se fait soigner même adhère à cette croyance. On parle d'effets placebo, de choses comme ça. Et à tel point que les effets indésirables des premiers traitements psychiatriques, eh bien, étaient un peu, pour tout, peut-être plus pour les psychiatres que pour les patients, mais on disait, c'est normal qu'il y ait des effets indésirables, mais ça veut dire que le traitement est efficace, etc. On sort maintenant, depuis très peu de temps, de cette idée qui est vraiment une croyance. On en sort parce qu'on montre que c'est absolument pas nécessaire de souffrir du corps pour que ça aille mieux dans la tête. Mais c'est très très ancien et les chamans l'ont utilisé pendant longtemps, et les médecins aussi. Bon, on rappellera utilement que c'est important de ne pas prendre n'importe quoi, de ne pas prendre des trucs que vous trouvez sur Internet, de ne pas suivre des conseils comme ça sur YouTube. Ne prenez pas des médicaments juste parce qu'un influenceur, une influenceuse le prend, ou un pote. Pareil, voilà, il faut aller voir un médecin, voyez avec lui ou elle. Voilà, bon, je m'arrête là pour ce côté prévention. Autre sujet sur lequel la science travaille, les chercheurs travaillent, c'est sur la question des neurosciences. Et on en parle de plus en plus, Pierre. Ça consiste en quoi et en quoi ça peut être prometteur pour la recherche médicale en santé mentale? Ce dont vient nous parler de Philippe, c'est typiquement de la recherche en neurosciences sur l'aspect pharmacologie. En fait, les neurosciences ont toujours eu des liens très étroits avec la psychiatrie depuis la naissance de la psychiatrie. Hein. Au XIXe siècle, il y avait une quête du Graal, c'était de rechercher dans les cerveaux des patients qui étaient décédés, eh bien, ce qui pouvait expliquer telle ou telle pathologie. C'est comme ça qu'on a découvert les liens entre la neurosyphilis et les troubles comportementaux. Et donc, il y a eu tout un travail comme ça. Et on voit une évolution avec les technologies, avec les connaissances. Et c'est vrai qu'il y a eu un boom des neurosciences à partir des années 70-80, avec l'imagerie, avec la génétique, la génomique, avec beaucoup de choses. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle, enfin le numérique qui vient au service. Et ce qui fait que, on voit, se croise, il y a une interaction entre les problématiques posées par la psychiatrie, parce que le cerveau, enfin le système nerveux est en lien, il y a quand même quelque chose à voir avec les problèmes de psychiatrie et les problèmes de santé mentale, donc c'est pas étonnant. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, les neurosciences s'intéressent beaucoup plus qu'avant à la problématique des émotions, de la motivation et surtout de l'interaction avec l'environnement, c'est-à-dire de modéliser ce qui se passe vraiment quand on interagit avec son environnement. Et l'environnement, ça va être l'environnement social, ça peut être des choses comme ça. Et ça, c'est extrêmement intéressant de voir comment ça se développe. Alors bien sûr, on appelle ça toujours neurosciences, même si tu vois, ça a eu un visage très différent, mais de plus en plus, ça prend en considération l'ensemble des choses. Les neurosciences sont intégrative au sens large maintenant, et s'articule avec les sciences humaines et sociales, s'articule même avec le juridique, on parle de neurolois, etc., s'articule avec beaucoup de choses, et ce qui fait que je pense que le bon actuel, c'est vraiment le numérique qui va permettre de rassembler des connaissances qui sont nombreuses, qui sont sur l'ensemble de la planète, et de pouvoir avancer peut-être plus rapidement sur ces connaissances. Et donc tous les traitements, il y a les traitements pharmacologiques, mais aussi les psychothérapies qui peuvent aider, voir comment une psychothérapie interagit avec un individu, avec son système nerveux, mais avec sa personne, avec ses liens sociaux. C'est aussi très très prometteur. On rentre dans l'ère des big data. Parce que, comme tu l'as dit, Pierre, c'est vraiment des études multi-échelles qui vont des études moléculaires à des études intégratives et comportementales. Et tout ça, il est nécessaire de l'intégrer. C'est là que le numérique, l'intelligence artificielle, va intervenir pour rebâtir des modèles du fonctionnement cérébral et de son dysfonctionnement dans les pathologies psychiatriques. Alors j'allais vous interroger dessus, effectivement, l'intelligence artificielle, on en parle énormément dans le grand public ces derniers temps, mais il se trouve que l'intelligence artificielle est d'ores et déjà utilisée en recherche médicale et en santé mentale en particulier. C'est notamment pour de l'imagerie du cerveau, mais ça peut être pour d'autres choses? Oui, mais alors, pour les études d'imagerie du cerveau, mais aussi toutes ces études omiques qui génèrent des quantités de données gigantesques, toutes ces études de séquençage génétique, qui sont pour détecter des facteurs risques, parce que c'est un ensemble de facteurs, en fait, ce sont des maladies multifactorielles. Il y a une composante génétique pour la plupart de ces maladies mentales, mais également des facteurs environnementaux, le vécu, l'expérience personnelle, les données biologiques. Donc tout ça, c'est une accumulation de données. On commence à comprendre un peu les mécanismes cérébraux qui sous-tendent
qui sous-tendent ces pathologies, en particulier des problèmes de connectivité cérébrale au niveau des dysfonctionnements synaptiques. C'est toute la connexion, la transmission de l'influx nerveux. Et comme vous le savez, maintenant, on arrive à modéliser cela. Et donc, c'est là que, pour avoir cette étude intégrée, l'intelligence artificielle est capitale, parce que à l'échelle humaine, donc on n'est pas capable de gérer toutes ces données et de les interpréter et de faire des hypothèses à partir d'elles. Ça permet de faire des études qu'on appelle multi-échelle ou multiniveau, c'est-à-dire d'aller vraiment de la molécule jusqu'au comportement de tous les jours, avec tous les niveaux, au niveau anatomique, fonctionnel, etc. Et ça, c'était impossible à appréhender. Donc vous pouvez, et c'est dans la vie de tous les jours, avec les smartphones, les montres, enfin tout ce qui est intégré, vous pouvez voir combien de temps vous dormez, est-ce que vous avez une insomnie telle nuit. Tout ça, c'est des data. Et puis, de raccrocher ça. Ouais. Donc, toutes ces datas sont tout ça. Et après, vous pouvez simuler ce qu'on appelle de la psychiatrie computationnelle, etc. Vous pouvez simuler, vous dire, tiens, si je mets un hallucinogène, un traitement, un psychodysleptique, si je le mets à tel endroit, je peux simuler avec de l'intelligence artificielle ce que ça va générer dans toute la chaîne jusqu'au comportement, sans avoir besoin de faire des essais en live avec une personne, etc. Ah ouais, on est là, dans le niveau. Et donc, après, bien sûr qu'après, ça n'empêchera pas qu'il faudra faire des essais en vrai chez des vraies personnes. Certainement, mais c'est déjà... on peut aller plus loin dans les hypothèses, générer des questions et avoir un éventail de réponses. Je ne veux pas dire que ça va être la réponse vraie, mais voilà ce que le numérique apportait à tout ce qu'on connaît déjà dans des domaines qui sont parfois compartimentés, arrive à se rassembler. Ça, c'est ça les promesses de l'avenir dans la recherche. La recherche du vivant, très impressionnant. Ouais. Voilà, c'est extrêmement compliqué maintenant. Et alors, au niveau du système nerveux, c'est là où on atteint le niveau de complexité maximale, parce que en fait, on se rend compte que même dans une structure cérébrale qu'on imaginait assez homogène, en fait, on a plein de sous-populations neuronales, et que en fait, c'est des sous-populations neuronales très précises qui dysfonctionnent dans ces pathologies. Donc il faut pouvoir aller les étudier et en fait faire de sortes de simulations de leur dysfonctionnement. Et pour la pratique de la psychiatrie, c'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'être médecin ou être psychiatre? C'est je vais traiter des informations qui me sont données. Et vous me dites que vous ne dormez pas, que vous avez ça, que voilà vos antécédents, voilà tout ça. Moi, je vais traiter ça. Imaginez, avec l'aide d'une intelligence artificielle, comment on peut aller plus loin dans la finesse de l'évaluation d'une situation. Donc l'intelligence artificielle, c'est vrai que c'est bon pour les neurosciences. Maintenant, on est en train de travailler sur des dossiers cliniques, de les rassembler pour voir des profils, quelle personne, tiens, lui, il se trouve qu'il a très bien répondu à un antidépresseur et lui, non. Pourquoi? Là, moi, j'en sais rien avec ce que je peux traiter comme information. Mais l'IA peut aider mais sur des dossiers nombreux, on va pouvoir comprendre pourquoi lui, il répond à celui-là et que lui, il répondrait plutôt à ça. On parle aussi de médecine personnalisée en psychiatrie. C'est une révolution, ça aussi, qui est promise depuis un bout de temps. Cette médecine personnalisée, c'est quoi? C'est l'idée qu'un jour, on aura la molécule parfaite, enfin, celle qui est pile poil adaptée à chacun? C'est ça la promesse? C'est ce qu'on voit en cancérologie maintenant, ça ne choque plus personne. Ouais. C'est-à-dire que vous allez avec un problème, avec une tumeur, on va caractériser la tumeur, on va vous caractériser vous aussi, identifier, ce qui va faire que, est-ce qu'il y a des chances de réponse à tel ou tel traitement, parce que les cellules répondent à ça, est-ce que vous êtes capable de supporter ce traitement, etc. Et donc, on va arriver à une solution thérapeutique qui va être unique. Vous correspondant, etc. En psychiatrie, on peut exactement suivre le même chemin. Et c'est vrai que, c'est pour ça que ce qu'on disait sur l'intelligence artificielle, le numérique, en tout cas, peut aider à aller dans ce sens-là. Et jusqu'à présent, ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, on utilise des traitements de façon très... sur un diagnostic. C'est pour ça que personne n'aime qu'on lui donne des diagnostics. Pour nous, pour les psychiatres, c'est un repère, le diagnostic. Mais là, d'aller vers la personnalisation va pouvoir permettre aussi d'améliorer ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, ou bien d'être avoir plus l'impression d'être ensemble dans un projet thérapeutique. Et la génomique va aider ça, parce que, par exemple, quand vous prenez un médicament, il va rester dans votre corps un certain temps, puis il va être éliminé. Et en fait, en fonction des enzymes qui vont permettre son élimination, il va être éliminé plus rapidement ou pas. Donc c'est là qu'il va falloir jouer sur les doses. Et ça, l'étude des gènes va pouvoir vous aider à prédire la durée d'efficacité, par exemple, d'un médicament.
C'est incroyable, c'est très spectaculaire à vous deux, vous réussissez à nous montrer un peu l'immensité du domaine et les progrès qui sont faits, qui vont très très vite avec l'aide du numérique. Tu parlais de génomique, il y a aussi une recherche sur les facteurs de risque génomiques, ça existe aussi. Est-ce qu'il y a pas le gène de la bipolarité, je crois pas, mais non, il y a des terrains favorables. Alors il y a quelques maladies psychiatriques qui sont clairement liées à des anomalies génétiques. Hein. Bon, par exemple, il y a des formes d'autisme génétique assez rares, qui sont liées à des mutations de gènes bien identifiées, mais autrement, ce sont en fait donc des variants génétiques que l'on a tous et qui peuvent être des facteurs risques de déclencher certaines maladies psychiatriques. Par exemple, la schizophrénie, on a identifié énormément de gènes. Et en fait, ce qui est très spectaculaire, c'est quand on regarde la fonction de ces gènes, ce sont une grande majorité de gènes de la synapse, c'est-à-dire justement de cette communication entre les neurones, donc du fonctionnement des circuits neuronaux. On parle aussi, il y a des recherches qui sont faites sur les facteurs de risque. Il y a aussi des risques environnementaux qui existent avec la santé mentale, la pollution, l'ensoleillement, les pesticides. Voilà. Ça aussi, c'est un domaine de recherche. Le stress, par exemple, pour la dépression, c'est clair que tout ce qui est très anxiogène actuellement, comme le changement climatique, les guerres qui s'annoncent à nos portes, ou même le Covid, la pandémie, chez les jeunes, je pense que ça a contribué à favoriser, à augmenter le risque de développer des syndromes dépressifs. Ça a permis de faire évoluer aussi les représentations sur les maladies mentales. Avant, on disait, il y a les gens qui ont, la schizophrénie ou la psychose maniaco-dépressive, comme on disait avant, et puis les autres, les normaux. Voilà. En fait, maintenant, on sait, avec les études sur les facteurs de risque, que malheureusement, pour qu'un trouble mental émerge, comme disait Angèle tout à l'heure, entre 15 et 25 ans, c'est un cumul de facteurs de risque qui fait qu'au bout d'un moment, malheureusement, ça va émerger. Et ces facteurs de risque, on les connaît mieux, mais ils sont partagés par tout le monde. Tout le monde a été exposé aux pesticides, tout le monde a été, plus ou moins, selon la proximité, tout le monde a vécu. On sait que ça explique pas tout, mais... Ça explique à tout, mais on sait aussi qu'on arrive maintenant à pondérer les facteurs de risque. À certains, on sait que, par exemple, les traumatismes, on parlait des traumatismes précoces, eh bien, c'est maintenant les facteurs de risque qui ont le plus de poids dans le déclenchement de maladies telles que la schizophrénie, les troubles bipolaires, des troubles de personnalité, etc. Et donc, on n'est plus dans une vision malade normale, mais dans quelque chose qui est un continuum. Et donc, ça ouvre aussi des pistes dans la prévention. C'est-à-dire, si on veut diminuer l'incidence d'une maladie, c'est-à-dire le nombre de nouveaux malades, on peut aussi avoir une politique, même publique, très active pour lutter contre tel ou tel facteur de risque. Contre les traumatismes, c'est travailler sur la parentalité, par exemple, pour diminuer des traumatismes intrafamiliaux ou ceux à caractère sexuel ou pas, ou des carences, etc. Ça peut être réduire l'accès aux drogues très précocement. Comme on sait, un premier joint de cannabis à 9 ans, ça n'a pas du tout le même impact qu'à 20 ans sur le développement et sur le risque de développer des maladies. Donc ça donne beaucoup de pistes aussi de prévention pour réduire l'émergence. Et ça, c'est des notions qu'on n'avait pas avant. C'est pour ça que c'est une notion très, très importante sur le plan conceptuel. C'est très impressionnant. Ça a été dit, en fait, il y a beaucoup de maladies psychiatriques qui apparaissent chez le jeune adulte. Mais en fait, quand elles apparaissent, les symptômes sont là. Mais en fait, le décours de la maladie, il a commencé plusieurs années avant. Et donc, c'est là l'enjeu d'un dépistage précoce, parce que, en fait... Qu'est-ce qui se passe? C'est jusqu'à l'adolescence, en fait, le cerveau est mature, il est plastique, et donc les circuits neuronaux se mettent en place. Donc là, si on peut détecter assez rapidement les sujets à risque, on va pouvoir intervenir, et là, pas simplement au niveau symptomatique, mais agir sur le décours et l'installation de la maladie. Alors que si vous ne détectez pas suffisamment tôt donc, ces sujets à risque, quand la maladie est déclenchée, c'est un peu tard pour revenir en arrière, parce que les circuits sont déjà maturés au niveau du cerveau. C'est un peu tard, mais c'est pas trop tard. C'est-à-dire qu'on peut toujours, à tous les moments, prévenir les complications qui peuvent venir après. Et prévenir, par exemple, la chronicité. C'est-à-dire s'il y a déjà des manifestations, des idées suicidaires, ou des hallucinations, ou des choses comme ça, ce qui n'est pas normal, c'est tout ça, plus on agit vite, plus on peut prévenir la suite, c'est-à-dire la chronicité, qui est quelque chose, alors là, avec toutes les problématiques qu'on connaît Alors pour revenir sur les psychédéliques, c'est qu'en fait, il y a toujours une plasticité cérébrale, même chez l'adulte. Et en fait, les psychédéliques rétablissent une certaine plasticité cérébrale qui peut être altérée dans les maladies psychiatriques.
Donc ça, c'est assez, assez décrit. Donc, Abigail, quel vœu tu pourrais formuler pour les années à venir? C'est la grande cause nationale, c'est le moment. Hein. Qu'est-ce qu'on peut espérer que des choses que toi, tu as vécues, que les jeunes de demain n'aient plus à vivre parce qu'on aura fait des progrès? Pour toi, ce serait quoi? Oh là là, il y a tellement de choses. Ah merde. La prévention, hyper important. Et ce que je pense aussi... Alors, monde parfait, idéaliste, imaginaire. Évidemment qu'on n'ait plus honte. Enfin, vraiment, ça, ce serait un soulagement si fort d'arrêter de... qu'on n'ait plus à porter un masque social, à être en suradaptation perpétuelle aux autres, à notre environnement, etc. Chose que j'ai faite pendant énormément d'années et qui a été la source de énormément de chaos. Donc déjà, je pense que mon souhait, ce serait celui-là, qu'on n'ait plus à avoir honte, qu'on puisse en parler hyper librement, qu'on puisse exister et que tout le monde ait sa place dans le monde et dans la société telle qu'il ou elle est. Ça, ce serait super. Et aussi, je pense que le dernier message de fin, ce serait moi, j'estime que mon parcours, il a été très compliqué, très difficile. Et je me suis engagée là-dedans. Et en fait, au bout d'un moment, j'estime que c'est aussi 50-50 et qu'on a tous et toutes un rôle à jouer en tant que société et communauté. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ce truc-là, de me stabiliser, de me rétablir. Aujourd'hui, j'ai une RQTH, je suis reconnue comme adulte handicapé, etc. Je refuse de me cacher, j'en parle de façon très libre, etc. Par contre, maintenant, il y a aussi une responsabilité collective d'accueillir ça et de nous laisser notre chance aussi et de faire ce pas-là pour que ça se passe bien pour tous et toutes. Et je pense que collectivement, les gens peut-être minimisent un peu l'impact qu'ils peuvent avoir aussi. Et ça se joue dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que quand une personne a le courage de dire que, en fait, moi, en ce moment, je suis en thérapie en hôpital psychiatrique, et que les personnes en face réagissent bien, c'est déjà extraordinaire. Parce que ça, c'est des choses que j'ai vécues. Des gens qui ont peur de moi, qui refusent de m'adresser la parole une fois que ça a été dit. C'est encore des choses que je vis aujourd'hui. Donc ça, ce serait mon souhait pour la jeunesse. Merci Abigail, on te souhaite évidemment de réussir à créer ces conditions. Oui. Angèle va venir reprendre ta place sur le plateau. Merci beaucoup à toi Abigail. On va continuer à discuter dans cette émission Checkpoint avec la Fondation pour la recherche médicale sur l'avenir et la recherche. Angèle nous rejoint et reprend place sur le plateau. On va parler des enjeux de financement. Grande cause nationale 2025, grand budget, point d'interrogation. Quels financements et politiques publiques sont nécessaires? Qu'est-ce que vous attendez de cette grande cause nationale en termes d'efforts pour financer la recherche en santé mentale? Tous les trois. Je crois qu'il y a un déficit quand même depuis plusieurs années. Alors, il y a eu des efforts qui ont été faits au cours des années passées. Par exemple, le taux de réussite à l'ANR, qui est l'Agence nationale de la recherche qui finance les projets de recherche, une grande majorité des projets de recherche, financement public en France, a beaucoup progressé. On est passé de taux de réussite ridicules à des taux de réussite, disons, à peu près normaux, entre 20 et 25%, ce qui reste assez compétitif. Il y a quelques années, il y avait vraiment très très peu de projets de santé mentale qui étaient financés par l'État. Et on avait, je crois que ça a été dit par toi, Angèle, qu'on avait un taux de financement 2 fois inférieur à ceux de pays européens équivalents comme le Royaume-Uni, par exemple. Pierre? Oui, il y a un progrès depuis plusieurs années qui est très net. Et puis, ce qu'on voit aussi, il y a une... Et moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. Il y a le fait que la recherche devienne aussi une préoccupation de tous. Bien sûr, des chercheurs qui ont des compétences, et comme l'a souligné, il faut 10 ans pour faire un chercheur, tout ça, mais également des soignants. Et c'est vrai qu'on a vu un cloisonnement quand même entre le monde de la recherche, qui était considéré comme étant dans les laboratoires, etc., très fondamental, et puis les soignants et tout ça. Et donc, il y a une préoccupation de plus en plus. Il y a eu, par exemple, il y a eu dans le fond, un fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie qui
visait à créer des dispositifs un petit peu innovants en psychiatrie, un peu partout sur le territoire, et avec, en plus, à la clé, une évaluation. Et on a, dans la discipline psychiatrie, une très faible habitude de l'évaluation de ce qu'on fait, l'évaluation des pratiques, simplement du tous les jours. Est-ce que ce que je fais, c'est plus efficace que ce que fait le voisin, etc., ou tel type de thérapie, etc. Et donc, ça commence à insuffler. Donc, sur ça, je considère qu'il y a un progrès. Et ça, il y a eu un soutien financier pour ça. Et plus récemment, il y a aussi un financement, là, ça date de 2023, et c'est en train de se mettre en place. C'est un soutien à l'animation territoriale de la recherche, et donc qui vise à impliquer les soignants, bien sûr, mais pas que les soignants, aussi les gens qui sont professionnels de l'accompagnement et également les personnes concernées, mais ce sera porté par les établissements hospitaliers pour l'instant, avec vocation. Et ça, c'est important, parce que ça permet à chacun d'avoir, de se considérer comme participant à une démarche de recherche. Et une démarche de recherche, c'est très simple, c'est quoi? C'est juste se poser une question. Se poser une question. Après, il y a des méthodologistes, il y a des gens compétents qui vont trouver la bonne méthodologie pour pouvoir répondre, transformer cette question en hypothèse de recherche et y répondre. Mais ça peut être n'importe quoi. Est-ce que moi, dans mon activité aux urgences, je rends service en faisant ça et en faisant ça? Ou ça peut être des choses à plus grande échelle sur un territoire. Et ça, c'est important. Et donc, ces dispositifs-là, il y en a quelques-uns. Il y en a qui ont été créés au début des années 2000, d'autres nous ça. Et là, l'idée, c'est de généraliser ça sur l'ensemble du territoire. Et c'est important parce que les questions, si elles sont partagées, il va y avoir beaucoup plus d'énergie pour aller plus loin, pour trouver des réponses. Et ça, c'était un peu trop étranger à la psychiatrie par rapport à d'autres disciplines. Par rapport à d'autres, oui. Jusqu'à maintenant. Un point important Philippe, du décloisonnement, c'est que les jeunes médecins psychiatres puissent venir dans les laboratoires faire leur thèse. Ils ont très peu de temps, ils sont peu nombreux, mais je crois que ça, c'est vraiment la bonne démarche pour créer des liens entre la recherche fondamentale et la recherche clinique et les cliniciens. Et entre autres, la FRM a un rôle puisqu'elle finance des bourses pour les internes et les chefs de clinique pour venir faire leur thèse. Il y a également l'INSERM qui a un dispositif. Et ça, c'est fondamental de continuer de telles actions pour le futur, je pense. Angèle, il n'y a pas que l'État qui participe au financement de la recherche. Il y a une mobilisation à avoir de la part des associations, des fondations, des entreprises, des labos. Oui, on est sur un sujet où effectivement on a besoin d'embarquer la philanthropie, enfin les fondations notamment, et on voit de plus en plus effectivement ce sujet commence à bouger. Mais c'est vrai que les financements publics, j'y reviens, Valérie disait 4% des financements publics en recherche biomédicale sur la santé mentale et la psychiatrie. 4%, là on a 20% de la population qui est touchée par des troubles. On voit bien qu'il y a un décalage, ils sont à 8% au Royaume-Uni, 16% aux États-Unis, donc il y a un vrai décalage là-dessus. Et je suis enchaînée aussi par rapport à ce que disait Pierre sur la recherche, c'est pas que les molécules et les médicaments, c'est aussi la recherche sur l'organisationnel, c'est-à-dire comment on s'organise mieux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se passent qui sont hyper intéressantes en termes de mieux coordonner les acteurs, mieux prendre en charge la partie qu'on dit somatique. En fait, il ne faut pas oublier que les personnes avec des troubles psy, elles ont une espérance de vie qui est réduite de 15 ans par rapport au reste de la population. Et on ne meurt pas d'une pathologie psychiatrique. En fait, on meurt parce qu'on est mal pris en charge sur tout le reste. Donc, mieux coordonner les acteurs, coordonner ce qu'on appelle le somatique, c'est-à-dire le soin du corps et la psychiatrie, ça c'est vraiment un enjeu majeur. Et ça, dans les organisations, ça se travaille aussi. Ouais. Et là-dessus, il y a de la recherche qui montre qu'est-ce qui marche, comment est-ce qu'on fait mieux travailler les gens ensemble, etc. Comment on travaille mieux, ce que disait Abigail aussi, sur la psychoéducation, etc. Donc, la recherche, c'est très, 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 très large. Et il y a vraiment un enjeu. Et il y a un enjeu d'embarquer tout le monde, effectivement, et de montrer que sur le terrain, ça change des choses. Bon, ça a été bien dit, mais je crois que c'est vraiment hyper important. Un truc qui est très important aussi, c'est la durabilité de cet engagement, de cette ambition. Une grande cause, ça dure un an, c'est sympa, mais en réalité, c'est pendant des années, ça doit structurer des filières. Tu parlais de 10 ans pour former un chercheur. Ça aussi, c'est un enjeu. On connaît un peu trop, malheureusement, les effets d'annonce politique sur des budgets débloqués ou des ambitions annoncées et qui, derrière, ne sont pas nécessairement traduites en engagement durable. Il y a un risque de ce point de vue-là, où vous avez l'impression que la recherche n'est pas trop du genre à subir les affres de la météo? En ce moment? Non mais voilà, tu vois, en ce moment, bon voilà, les annonces budgétaires sont pas dingues ces derniers jours. Et... Ouais. Pour moi, c'est pas très grave, c'est gagné de toute façon. À partir du moment où la santé mentale a été grande cause nationale, c'est une étape qui a été franchie, ouais. Ça n'avait jamais été le cas. Les coming out dont on parlait tout à l'heure, c'est toi qui en parlais tout à l'heure, les coming out, c'est important. Une fois que c'est fait, c'est dit, et tout ce qu'on peut espérer, c'est que ce soit contagieux, qu'il y en ait d'autres, etc. Et qu'il y ait d'autres sources de soutien, de financement,
d'agencement, de partage autour de la préoccupation autour de ces problèmes. Le problème, c'est que quand on parle de recherche en santé mentale, il ne faut pas non plus, là encore, trop s'isoler, mais il faut voir que la recherche est quelque chose d'assez global et qu'en particulier, ça dépend beaucoup des technologies. On a parlé de la bioinformatique, de l'intelligence artificielle, mais il y a aussi des évolutions technologiques qui permettent aujourd'hui d'aller comprendre les maladies à l'échelle de la cellule unique dans un système, dans le cerveau. Et ça se fait grâce à des nouvelles technologies qui sont très coûteuses. Il est très important que la France ne soit pas larguée par rapport aux autres pays développés, entre guillemets, enfin, nos voisins européens en particulier. Et actuellement, c'est quand même le monde de la recherche a une certaine inquiétude. Il faut voir que, par exemple, le CNRS a quand même eu 100 millions de dotations qui a été supprimée. Il y a une question aussi, il y a un enjeu important, c'est la sensibilisation du grand public. On a eu l'occasion de l'aborder à plusieurs reprises dans nos échanges. Le regard collectif porté sur la santé mentale, sur les médicaments, sur les patients eux-mêmes, les personnes concernées elles-mêmes. Ça aussi, il y a quelque chose que cette grande cause nationale devrait changer selon vous. Un changement dans les mentalités, un changement dans les pratiques médiatiques, culturelles aussi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, tout à fait. Enfin, ce changement de regard-là, ça passe évidemment par des personnalités publiques qui prennent la parole. Ça passe aussi par les médias qui changent leur façon de communiquer. Sur le suicide, par exemple, ça a beaucoup évolué. Il y a eu des programmes comme le programme Papageno, qui est hyper intéressant, qui va former les journalistes comment je parle du suicide, etc., sur la santé mentale, sur la psychiatrie. Aujourd'hui, très souvent, en fait, dans les faits divers, on va voir tout de suite associer le crime sordide avec il était schizophrène, il était malade psychiatrique, etc. Donc ça, le traitement journalistique, il est hyper important. Donc ça, si ça pouvait évoluer aussi à l'aune de la grande cause, et puis qu'on arrête aussi de se balancer les noms des pathologies comme des insultes. Être schizophrène, ça veut dire quelque chose. Être bipolaire, ça veut dire quelque chose. Être borderline, ça veut dire quelque chose. On l'a vu avec Abigail et tout. Donc ça, c'est aussi comment on en parle sociétalement, et puis comment chacun se sent aussi responsable du sujet. C'est-à-dire comment est-ce que les entreprises peuvent se mobiliser. Parce qu'en fait, c'est pas que un sujet individuel. Je peux pas tout faire tout seul. Si on n'agit pas sur les déterminants, sur les violences, sur les organisations de travail, sur les cadres de vie, comment ma collectivité locale, elle va favoriser le lien social, etc. Tout ça, c'est des enjeux en fait hyper importants pour travailler le plus en amont possible. Évidemment, on résout pas tout avec ça, mais on agit sur les déterminants et ça permet aussi de mobiliser largement. Donc tout le monde en fait a un rôle à jouer sur ce sujet-là. Je crois que la recherche est un excellent levier de déstigmatisation, parce que l'idée de faire comprendre que la recherche, on est tous concernés par la recherche. Les chercheurs sont concernés par la recherche, c'est évident, mais pas que. Il faut 10 ans faut respecter les compétences. Mais les soignants sont concernés par la recherche, le public, les personnes concernées et le large public aussi. C'est quoi la recherche ? C'est se poser des questions, ce que je disais tout à l'heure, et donc après il y a une méthodologie pour répondre aux questions. Mais se poser des questions, ça veut dire d'être curieux. Et d'être curieux, ça veut dire que on ne va pas subir uniquement ses croyances. Et les croyances, la stigmatisation, c'est construit de croyances, ce que je disais tout à l'heure, sur les douleurs nécessaires, etc., ou la maladie, etc. Et donc se poser des questions. Donc la recherche est une vraie gymnastique pour sortir des croyances et garder de la curiosité, entretenir une curiosité pour aller plus loin. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Je rajoute ma pierre évidemment à l'édifice dans la culture aussi, si on peut arrêter les clichés, les films d'horreur dans les hôpitaux psychiatriques, ça c'est bon, ça va, c'est bon. Non, mais ça aide pas, on en parlait tout à l'heure, ça crée pas un terrain favorable à ce que les personnes libèrent la parole et osent y aller quand elles en ont besoin. Question d'incarnation aussi publique, on en a parlé ce matin sur France Inter, un journaliste, Nicolas Demorand, très connu des Français, a profiter d'une journée spéciale maladie mentale sur France Inter, santé mentale, pour faire son coming out et annoncer qu'il était bipolaire. Il a utilisé même le mot malade mental en se qualifiant lui-même ainsi. Intéressant, les stars de la chanson, de la télé, du cinéma qui prennent cette parole-là, ça compte, ça joue ? Ça joue énormément. En fait, aujourd'hui, pourquoi les jeunes, déjà parce qu'ils sont davantage touchés, mais pourquoi est-ce qu'ils en parlent plus ? C'est aussi, faut pas non plus négliger la pop culture, toutes les séries qui sont arrivées sur ce sujet-là, des stars. Pour le coup, aux États-Unis, le sujet a été démocratisé par beaucoup de stars qui ont pris la parole. Comme qui, par exemple ? Je pense à Mariah Carey, je pense à Britney Spears. Il y en a plein en fait qui vont à Selena Gomez en ce moment. Il y en a plein qui vont en fait faire leur coming out, en parler, avec parfois des attaques hyper dures. Quand Mariah Carey, elle explique qu'elle a des troubles bipolaires
colère et qu'on va lui expliquer le lendemain qu'elle raconte n'importe quoi et que c'est pas vrai et qu'on a tous des hauts et des bas, voilà, on lui aurait pas dit ça si elle avait dit qu'elle avait un cancer ou un autre type de pathologie. Donc on voit bien quand même c'est risqué de faire ça et en même temps ça aide énormément, ça permet de se projeter. Mais il n'y a pas que ça évidemment. Il y a Camille Lacour en France qui était sortie là-dessus aussi, Laure Manodou qui s'exprime sur le sujet, Teddy Riner qui il n'y a pas longtemps aussi en a parlé pendant les JO, Simone Biles c'est vraiment aussi une ambassadrice du sujet. Donc plus on va multiplier, plus c'est intéressant. Après il ne faut pas que des personnalités hyper visibles, même si ça aide. Il faut aussi que voilà, tout le monde puisse prendre la parole. Un chef d'entreprise qui peut en parler facilement, c'est déjà, ça crée une culture d'ouverture. On se dit, bon, ok, si ça lui arrivait, ça peut aussi voilà, permettre au quotidien en fait, d'en parler davantage et que chacun puisse en fait, le dire librement. Enfin, c'est ce que disait Abigail, c'est pas la peine de rajouter une culpabilité et de la honte dans des choses qui sont déjà assez compliquées. Imaginez le nombre de gens qui vont se poser la question, là, aujourd'hui, en entendant Nicolas Demorand, mais comment quelqu'un qui dit qu'il a une maladie mentale est capable d'assurer une matinale tous les jours avec tout le talent qu'on lui connaît? Donc, en tout cas, ça suscite des questions. C'est ça, un petit peu, donc, le lien qui est important. Et ça, les questions, ça mobilise les croyances et la stigmatisation. Tant mieux, si ça fait réfléchir, tant mieux. Revenons sur la recherche plus pratico-pratique. Comment on fait pour attirer plus de chercheurs en santé mentale? Comment est-ce qu'on fait pour convaincre des étudiants de se diriger vers cette pratique-là? Vous l'avez dit tout à l'heure que ça allait de mieux en mieux, mais... Il y a l'enseignement qui est très important, l'enseignement qui est dispensé dans les universités. Donc pour qu'il y ait un enseignement de qualité dispensé, il faut qu'il y ait une masse critique de chercheurs qui sont compétents, ou d'enseignants-chercheurs, ou de cliniciens-chercheurs, pour donner justement le goût aux jeunes étudiants en médecine de se destiner vers une carrière de médecin-psychiatre, ou de jeunes étudiants scientifiques, de venir faire une thèse dans le domaine des neurosciences et donc avoir des applications soit sur les maladies neurologiques, soit sur les maladies psychiatriques. Pierre, comment on fait pour revaloriser il faut, ce parcours? Déjà, il faut montrer que c'est un domaine tout à fait intéressant et pour ça, il faut pouvoir en parler autrement que dans les journaux. Si on ne lit tous les jours que la psychiatrie est dans une situation catastrophique, etc., ça donne envie à personne. Il faut sensibiliser. Dans les études de médecine, rien que pour les étudiants en médecine, la psychiatrie n'est pas un passage obligatoire en tant que stage pratique pour les étudiants en médecine. Ça, si on devait y avoir si j'avais une demande pour la grande cause, ce serait ça. Parce que les étudiants en médecine qui passent en psychiatrie dans leur, ce qu'on appelle l'externat, donc très très tôt, ils sont hypersensibilisés. Alors que les autres, ils n'ont pas connu et ils conservent des idées très délétères sur la psychiatrie. C'est quoi les passages obligatoires aujourd'hui qui existent? C'est chirurgie, pédiatrie, gynéco, gériatrie, je pense, etc. Il n'y a pas santé mentale. Et il n'y a pas santé mentale qui représente pourtant pour un médecin généraliste plus d'un quart de son activité. Donc c'est là où il y a une incohérence. Donc ça, moi, c'est mon vœu à la grande cause, si ça peut aller là-dessus, c'est important. Je te rejoins. Philippe, quelles sont les innovations que tu attends le plus dans les années qui viennent? Tu saurais me dire? On a déjà parlé de l'analyse des big data. Et puis, en fait, maintenant, ce que j'ai déjà rapidement évoqué, ce sont les évolutions technologiques qui permettent d'aller faire ces études de façon extrêmement précise maintenant à l'échelle de la cellule unique. Donc le système nerveux, c'est des centaines, c'est des milliards de neurones, et chaque neurone a une particularité, donc c'est très important d'aller analyser cela. Donc ça, c'est des évolutions technologiques qui sont en route. Maintenant, par exemple, on a accès donc au génome pour des sommes très modiques. Pour 1 000 €, on peut séquencer un génome. Moins de 1 000 €. Pareil pour le protéome, on est capable d'identifier donc toutes les protéines dans une seule cellule pratiquement aujourd'hui. Et également de déterminer ça au niveau dans l'espace, exactement où ça se passe. Et ça, c'est très important pour comprendre les mécanismes des maladies, des pathologies, et les mécanismes d'action des médicaments, comme les psychédéliques dont on a parlé. Est-ce qu'il y a des améliorations à attendre du côté de la méthode de travail? Pour des gens comme moi, très extérieurs à la recherche médicale, je me doute que vous travaillez en interdisciplinarité, que vous travaillez à l'international avec des publications en langues étrangères également. Est-ce que pour vous, il y a encore des efforts à faire? La science est très internationale par définition, les échanges.
Moi, je vous ai parlé des chimistes. Donc, les chimistes ont un rôle très important avec les biologistes. Pour développer ces molécules analogues des psychédéliques, on est en interaction directe avec un groupe de l'université de Recife au Brésil. Et également, donc, vous l'avez vu, c'est qu'il faut avoir des interactions entre les biologistes et les mathématiciens et les bioinformaticiens pour développer ces approches d'IA. C'est pas facile parce que effectivement, un monde nous sépare culturellement, je dirais. Et puis également, les connaissances sont compliquées parce que quand on est compétent en biologie, on n'est pas forcément compétent en informatique. Donc il faut attirer, favoriser, et ça c'est une des pistes, je pense que les fondations peuvent favoriser des projets regroupant plusieurs disciplines. Est-ce qu'on peut aussi améliorer le passage de la recherche fondamentale jusqu'aux soins pour le patient? Tout ça peut prendre du temps, je ne me rends pas bien compte, Pierre. Ouais, moi je crois très fort, je pense que l'avenir c'est vraiment ce qu'on peut appeler le chaînage entre le chercheur sur sa paillasse et ce qui se passe sur un territoire, que ce soit à Dunkerque ou dans les Alpes, etc. Et ça, c'est quelque chose qui va pouvoir faire évoluer, mais à mon avis, à une très très grande vitesse, des dynamiques de recherche. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est les données qui peuvent être proposées par ça qui vont améliorer. Et il y a déjà des exemples, il y a des fédérations qui se sont montées. Juste un exemple. Le Vigilance, que vous connaissez, qui est un dispositif de prévention du suicide, ça a pu se monter parce qu'il y a eu ce chaînage jusqu'aux petits services d'urgence de tel hôpital de campagne, et donc qui ont été mis en réseau, etc., pour montrer que le fait de recontacter des gens qui avaient fait une tentative de suicide, eh bien, ça avait une efficacité sur la rechute. On a pu montrer, au même titre qu'un médicament montre son efficacité. Une autre étude sur les prisons aussi. Beaucoup de choses peuvent se faire s'il y a une réflexion avec des gens qui ont été formés à la recherche pendant 10 ans, très compétents en méthodologie, et puis des gens qui sont sur le terrain. Chose qui n'existait pas. Il y avait un fossé. Il y avait d'un côté ceux qui ne connaissent pas la réalité du terrain, et puis les autres qui... Voilà, tout ça. Donc ce chaînage-là, c'est ce qui peut faire progresser le plus vite, à mon avis, la recherche. Ça passe par quoi? Par l'évolution de réglementation, par la facilitation, je ne sais pas. De se sentir concerné, de participer. Enfin, il y a une communication, et de participer, d'avoir la même fierté quand on est dans ce petit hôpital de campagne ou quand on est personne concernée, mais d'avoir participé à une recherche qui va être publiée au niveau international, etc., que le chercheur. Enfin, vous voyez, d'être mobilisé, motivé et concerné. Merci beaucoup à Philippe d'avoir été avec nous sur cet échange. Merci Philippe. Merci. Et Valérie va revenir, Valérie Lemarchandel va nous rejoindre à nouveau sur le plateau de cette émission de Checkpoint. Valérie Lemarchandel qui est la directrice scientifique de la Fondation pour la recherche médicale. Je t'en prie Valérie, rejoins-moi. On vient de parler de tout ce qu'il faudrait faire pour améliorer la recherche en santé mentale. Il y a beaucoup de travail, beaucoup d'espoir, beaucoup d'engagement, beaucoup de passion. L'engagement de la Fondation pour la recherche médicale est important en cette année de grande cause pour la santé mentale? Oui, tout à fait. Alors déjà, je voudrais vous remercier, notamment Pierre et Philippe, parce que j'ai suivi avec attention toutes vos recommandations et je suis complètement alignée avec ce que vous dites. Donc oui, cette année de grande cause et dans les années à venir, la Fondation va continuer sa mission, en tout cas la renforcer, c'est-à-dire voilà, la santé mentale, enfin la recherche en santé mentale, la psychiatrie, ça reste un enjeu majeur pour la Fondation, c'est un défi vraiment prioritaire à relever. Et nous allons renforcer notre soutien à la recherche, bien sûr, soutien financier, et puis également prendre, nous, notre part dans le fait de non seulement soutenir les forces de recherche qui sont aujourd'hui engagées sur cette question, des forces qui sont mobilisables, et puis également tenter d'attirer dans ce domaine de recherche des nouveaux acteurs, soit susciter des vocations chez les jeunes chercheurs, soit effectivement, comme vous l'évoquiez à l'instant, attirer des chercheurs d'autres disciplines, mathématiciens, informaticiens, des spécialistes de l'imagerie, etc., ou voire des sciences humaines et sociales, de manière à porter davantage des approches interdisciplinaires. Voilà. Et pour ce faire, notre rôle, c'est de continuer à sensibiliser, à informer, à prendre la parole auprès de nos différents publics pour susciter davantage d'engagement à nos côtés, de manière
c'est le nerf de la guerre, effectivement, et l'argent, et de manière à rassembler les fonds suffisamment voilà, pour répondre à ces attentes. Et encore une fois, vous l'évoquiez, la Fondation voilà, prendra sa part, et la prend déjà beaucoup. Moi, mon souhait, c'est que voilà, si promesses sont faites cette année, elles ne restent pas lettres mortes, et que voilà, les différents pouvoirs publics passent à l'action très vite, et que effectivement des fonds soient débloqués pour la recherche sur le sujet. On va suivre ça de près. Merci beaucoup Valérie, merci pour votre mobilisation. Angèle, comment est-ce qu'on mesurera le succès de cette grande cause nationale? C'est quoi les indicateurs qu'on va suivre? C'est quoi à l'avenir que tu veux voir émerger? Bah, déjà, c'est de se dire qu'effectivement, on ne termine pas le 31 décembre 2025 en se disant bon, bah, fini, on passe à autre chose. Et moi, je pense aussi que c'est une première marche là, et que en fait, on ne revient pas en arrière. C'est une décision historique quand même, ce qui a été fait. Et ça n'aurait jamais été possible il y a 15 ans. Donc en fait, il y a quand même quelque chose là qui est marqué. Et l'idée, c'est que ça puisse durer et surtout permettre que les choses s'améliorent. C'est aussi l'enjeu, et moi, ce pourquoi je me bats, et là, c'est un peu ce qu'on appelle des politiques publiques, mais c'est de se dire comment est-ce que ce sujet-là, aujourd'hui, en réalité, les pouvoirs publics ont fait beaucoup de choses ces dernières années. Il y a eu une feuille de route dédiée au sujet de la santé mentale et de la psychiatrie. Il y a eu 3 milliards d'euros mis sur la table. Il ne faut pas oublier que c'est quand même le premier budget de la Sécu. Hein. C'est-à-dire que quand vous découpez en regardant ce que dépense la Sécu par maladie, mais en fait, les maladies psy, c'est le premier budget, 25 milliards par an. On y a rajouté 3 milliards depuis 2018, là, avec plein de mesures, etc. Et on parle même de 140 milliards de coûts indirects. En coûts indirects, ça veut dire vous prenez aussi les arrêts de travail, l'incapacité que ça va générer aussi chez les personnes, la baisse de qualité de vie et tout ça. Bah là, on arrive à 140, voire 160 en fonction des évaluations. Milliards d'euros par an, c'est juste hallucinant. Et malgré tout ce qu'on va mettre sur la table, on voit bien que les résultats ne sont pas du tout au rendez-vous. Donc certes, on va suivre les investissements sur le côté recherche, les investissements aussi généraux sur le sujet, mais ce n'est pas uniquement ça qu'il va falloir regarder, c'est aussi comment chacun des ministères, mais aussi dans la société civile, s'empare du sujet. C'est-à-dire, est-ce qu'au niveau du sport, ils font des choses? Est-ce qu'au niveau du logement, au niveau du travail, au niveau de la recherche, au niveau de l'éducation nationale, hyper important aussi de les embarquer, au niveau de la police, de la justice, voilà, on a vraiment, il faut embarquer tout le monde là-dessus, donc ça veut dire mettre des mesures, et en fait ça se traduit par un plan interministériel, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est une sorte de feuille de route où on se dit, bah voilà, sur 5 ans, c'est ça qu'on veut atteindre, et on va suivre des indicateurs très clairs en termes de perception des Français, de moyens, d'accès aux soins, enfin voilà, il faut se fixer des indicateurs, parce que sinon c'est sûr qu'on n'avance pas, si c'est pour faire juste un effet d'annonce et qu'ensuite il n'y a rien derrière, donc voilà, donc nous on pousse à fond pour qu'il y ait cette dimension plurisectorielle, interministérielle et aussi pluriannuelle, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment plusieurs années avec un engagement fort des politiques en fait, sur le sujet. Et que ça doit servir à ça, une grande cause nationale. En tout cas, c'est vraiment l'ambition qu'on porte. Pierre, quand on regardera dans le rétro, qu'est-ce qu'il faudra qu'on se dise pour se dire on a vraiment avancé à ce moment-là? Bah, c'est ça, moi je rejoins tout ce que dit Angèle. Hein. C'est vrai que moi l'idée c'est de véhiculer l'idée que la recherche c'est l'affaire de tous. De tous les ministères jusqu'aux citoyens, personnes concernées ou pas concernées du tout. Mais tout ça, comme la santé mentale, c'est l'affaire de tous. Et comme dit Angèle, il faut bien des indicateurs pour montrer qu'il y a des choses qui évoluent. Ne serait-ce que regarder les indicateurs, c'est déjà une activité de recherche. Je pose une question sur l'évaluation toute bête d'une activité, d'un dispositif. C'est déjà de la recherche, il y a une méthodologie, il y a tout ça. Et tout le monde peut y participer de plus ou moins importance. Chacun peut donner à géométrie variable selon ses compétences, etc. Et c'est ça, je pense, l'idée, tout ça. On a trop longtemps considéré, dans le rétroviseur, il y avait des chercheurs dans le laboratoire sur leur paillasse, et puis les autres, et c'était 2 mondes différents, même qui se dénigraient un petit peu. Là, on voit, il y a des progrès considérables, et c'est vraiment diffuser la notion, le questionnement autour de la recherche pour tout le monde. Merci à vous 3. Vont nous rejoindre sur ce plateau tout de suite Philippe et Abigail pour vous dire au revoir à vous, chers amis qui avez regardé cette émission. Merci de l'avoir suivi, merci de l'avoir regardé. Vous la retrouverez en replay ainsi que toutes les éditions précédentes de l'émission de Checkpoint. Venez vous mettre, je sais pas où, venez vous mettre quelque part.
Cette émission a été rendue possible par la Fondation pour la recherche médicale. N'hésitez pas à suivre la Fondation sur tous les réseaux sociaux sur lesquels ils sont présents, évidemment. N'hésitez pas également, si au cours de cette émission, nous avons abordé des sujets qui vous touchent et vous pensez avoir besoin d'aide, un numéro de téléphone va s'afficher tout de suite à l'écran. N'hésitez pas à contacter le 3114, le numéro national de prévention du suicide. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez surtout pas. Ils et elles sont là pour vous aider. Et je me permets de vous recommander l'association Nightline. Si vous êtes étudiante ou étudiant, c'est une asso étudiante créée par des personnes concernées qui ont mis en place justement des lignes d'écoute dédiées spécialement aux étudiants, y compris pendant les heures de la nuit. N'hésitez pas à les contacter, c'est une association extraordinaire. Merci du fond du cœur à toutes et à tous d'avoir regardé cette émission. Pensez à mettre un pouce vers le haut si vous la regardez sur YouTube, à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Merci à la FRM, merci à toutes et à tous, merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.